Donc oui, aujourd'hui, une émission sur Kevin Durant. Bon, on voulait un peu avancer quelques réflexions en fait sur le cas de Kevin Durant, puisque c'est vrai que il y a pas mal d'occasions qui nous amènent un peu à parler de ce sujet, notamment donc ce fameux paradoxe peut-être, ou cette énigme Kevin Durant. On va essayer d'avancer peut-être quelques pistes de réflexion à propos du profil de ce joueur, ou quelques réflexions qu'on aurait plus généralement. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, évidemment, est un peu un sujet d'actualité qu'on voulait traiter, parce que d'une part, il y a l'élimination de Phoenix, évidemment, donc ça revient toujours un peu sur le devant de la scène. Le cas des stars, c'est un peu le classique. Il y a le débat aussi Kevin Durant, Stephen Curry, qui est revenu sur le Twitter français il y a quelques jours. Donc voilà, autre occasion qui nous a amené aussi, qui nous a amené à en parler de Kevin Durant ces quelques jours sur le Discord ou sur Twitter. Les limites aussi qu'on a vues de Phoenix contre Denver, et l'incapacité de Phoenix et de Kevin Durant peut-être à punir certaines faiblesses de la défense de Denver. La question du profil casseur versus terrasseur, cette fameuse séparation de profil qu'on va détailler, mais qu'on a déjà aussi abordé dans l'épisode du MVP qu'on a fait il y a quelques temps aussi. Et je pense aussi qu'il y a le fait, tu me diras si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on est aussi tous les deux, du moins au moins moi sûrement, un peu en dessous par rapport à la perception générale de Kevin Durant. Oui, je pense. Et je pense que c'est ce qu'on va décrire aujourd'hui. Je pense que c'est pas une opinion si commune que ça, donc c'est quelque chose qui peut être assez intéressant à expliciter, à amener pistes de réflexion, et si ça se trouve aussi, montrer ce qu'il pourrait faire si les personnes ne sont pas d'accord, voir les éléments qui pourraient gêner et dire là où on se trompe peut-être, quoi. Mais je sais que c'est un trait qu'on partage un peu là-dessus, et l'estime est à raison aussi, hein. On n'est pas là pour dire Kevin Durant il est juste un joueur all-star, quoi. on va pas tomber là-dedans, mais je sais qu'on le voit un peu en dessous du reste, donc à partir de là, étant une opinion minoritaire, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant à exposer, quoi. Le but, c'est que vous écoutiez jusqu'à la fin, sans rage quit ou sans être énervé contre nous. Mais non, effectivement, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. On est sans doute un peu en décalage, donc on va essayer un peu d'expliquer notre thèse. Donc il y a toutes un peu ces raisons dans l'actualité qui nous poussent un peu à vouloir en parler. Bon, de manière pas non plus hyper précise, on va pas y passer 3 heures aujourd'hui non plus, mais on avait quelques réflexions à avancer. On a sans doute aussi, on s'est dit, ça pourrait être l'occasion, en fin de podcast, de faire un petit contexte historique aussi, un peu une perspective par rapport à l'évolution du jeu et à l'histoire. Ça, c'est toi qui nous aidera aussi à faire ça. Mais c'est vrai que donc, ce fameux, ce que j'appelle, je sais pas, un paradoxe, le paradoxe de Kevin Durant, c'est que, déjà, tu peux me répondre là-dessus, hein, sur ce première thèse d'entrée de jeu. Ce paradoxe Kevin Durant, pour moi, c'est que Durant est vu et perçu comme le joueur ultime, parfois, comme le danger absolu, le scoreur monstrueux à avoir absolument, l'arme inarrêtable. Et effectivement, on peut le détailler, mais d'un point de vue scouting, c'est un peu le cas. Mais c'est vrai que pourtant, c'est un peu ça la nuance, pourtant, en fait, si on fait le bilan sur sa carrière, et sur, on va dire, si on a un peu le début et qu'on prend seulement son prime d'une dizaine d'années, finalement, il semble pas que Kevin Durant ait un tableau de chasse, entre guillemets, comme certains peuvent avoir. Et donc la question, c'est peut-être pourquoi. Tu vois, avant même de répondre, je pense qu'on pourrait mettre un disclaimer. C'est, je crois que quand tu as fait la centaine, de mémoire, Kevin Durant, il était classé combien? 3? Oui. 4? Oui, tout à fait. Ouais. Donc voilà, ça pose un peu les choses, où sur la décennie, alors peut-être pas en valeur pic, mais en valeur cumulée, sachant que c'est un joueur qui a fait une grosse partie de la décennie, si tu l'as mis là, et je pense que je l'aurais pas mis beaucoup plus loin non plus, c'est d'entrée, je vais préciser que voilà, c'est si on n'est pas d'accord, c'est que c'est vrai qu'on nous présente souvent Kenny, comme tu disais, comme l'arme offensive ultime. On va donner des critiques pour justement illustrer notre point de vue. Faut pas non plus voir le verre à moitié vide et qu'on considère tout d'un coup mauvais, quoi. Voilà. Si tu l'as mis là dans la centaine, c'est pas forcément non plus pas par hasard, et forcément qu'on considère comme un attaquant juste bon. Oui, tu veux dire, on l'a mis 3-4, on l'a pas mis non plus top 30 de la dernière décennie, quoi. On est sur la micro-nuance, peut-être. Exactement, ouais. Mais c'est vrai qu'on a l'impression, moi en tout cas, j'ai entendu régulièrement sur les 4-5 dernières années,
que Kevin Durant serait le meilleur joueur offensif de la NBA, quoi. Et c'est toujours quelque chose qui m'a fait tiquer dans le sens où, tu vois, tu me dis on arrive avec cette thèse, mais en fait je vais arriver avec ma thèse directement d'entrée de jeu, qui est que je trouve qu'en termes de création collective et de ce que Durant peut installer, on n'est pas au niveau si on prend la crème de la crème, encore une fois, parce que c'est le niveau d'exigence qu'on est en train de parler, on n'est pas du tout à ce niveau-là. On n'est pas au niveau de LeBron James, on n'est pas au niveau même de James Harden, sans même parler de Nikola Jokic. On est sur un joueur qui sait globalement faire les passes dans un registre assez classique, qui a une certaine capacité à les exécuter, même si elle n'est pas parfaite, mais où en termes de vision du jeu, on est en deçà de ce qui peut vraiment se faire de mieux dans la ligue. Et il y a aussi ce fait, donc non seulement il y a ça, et il y a ce côté qu'on retrouve des fois chez les scoreurs de 1 contre 1 les plus aboutis, c'est que la perception et la sélection de tirs qui vont aller avec vont toujours être un peu trop décalés justement vers le tir plutôt que vers la création. Parce que toujours ce sentiment de oui, mais en fait, si je prends mon tir à mi-distance contesté, ça restera un tir avec 45% de réussite. Je suis capable de le mettre. Je suis capable même de les enchaîner. Et on a tous vu ces passages de Durant qui paraissent inarrêtables, où on a limite l'impression que il peut shooter sur n'importe qui en isolation, et que ça soit à 3 points, que ça soit à mi-distance, et pour le pic de sa carrière, parce que c'est plus vraiment le cas aujourd'hui près de l'arceau. C'est ça qui a peu joué. En plus, il y a ce côté visuel qui donne une impression de facilité, qui en font en effet un score extraordinaire, mais du coup, il y a des moments où on sait sa vision du jeu n'est pas mauvaise, ses capacités de passe ne sont pas mauvaises, et pourtant aller prendre des tirs où clairement on pourrait qualifier ça de casse-croûte, quoi. Et je pense que c'est aussi cet aspect, et on le retrouve pour le coup historiquement chez d'autres joueurs qui étaient à ce point-là aboutis dans leur scoring, c'est que on sent que la capacité à prendre la bonne décision, ils sont tellement habitués à prendre ces tirs contestés, à pouvoir les mettre, que c'est un peu compliqué pour eux d'avoir cette sélection de tirs parfaite. Et on retrouve ça chez Kevin Durant. Et du coup, non seulement on a quelqu'un qui est assez orienté sur la palette création, beaucoup plus sur le scoring, et en plus, même au-delà de ça, comme je dis, je sais pas si Nikola Jokic serait un peu trop orienté sur le scoring. On sait qu'il aurait tout le bagage technique pour faire les passes et être capable de les exécuter derrière. Kobe avait un petit peu de ça aussi, hein. Quelqu'un qu'on retrouve un peu comme Durant, trop orienté sur le scoring, mais je trouve avec un registre de passe qui était, du moins pour les registres de l'époque, qui était plus abouti, quoi. Mais je trouve que justement sur Durant, globalement, sa création prise dans un contexte collectif plutôt que ce qu'on pourrait appeler la shot quality, et battre cette shot quality, être capable de mettre des tirs et des tirs compliqués bien plus que ce que même les stars seraient capables de faire. Je trouve que c'est justement ce qui le fait un peu descendre et fait que pour moi, non, Durant n'a jamais été dans sa carrière le meilleur attaquant de la ligue. Mais c'est là-dessus où, bon alors, je m'attaque un peu à la sémantique, mais peut-être que justement ça n'est que de la sémantique, et peut-être j'ai tort, mais il y a toujours un peu ces phrases ou ces arguments de il est un peu inarrêtable. Et du coup, moi, la question que je me pose, c'est comment ça se fait qu'il ait aussi souvent été arrêté, quoi, du coup. Parce que, effectivement, sur le plan individuel, il semble très, très, très au-dessus de la quasi-totalité, même des stars NBA, sur le plan individuel. Mais pourtant, il y a un peu ce constat que du coup, tu partages avec moi, qui est que, malgré tout, mais il est pas si... Enfin, il a l'air inarrêtable sur le plan individuel, et pourtant, quand on regarde un peu le constat final, après, bon, là, on en est presque en fin de carrière, ou en fin de prime en tout cas, donc on a quand même une bonne dizaine d'années à voir et à se mettre sous la dent de prime. Finalement, ces équipes étaient finalement pas si inarrêtables que ça, quoi. Alors que, il y a toujours ce truc de, il suffit de lui donner le ballon et il va marquer des points. Et du coup, j'ai envie de me poser la question, mais pourquoi ces équipes ont tout simplement pas fait ça, en fait? Pourquoi s'il suffisait de faire ça, pourquoi ça n'a pas marché aussi souvent que ça aurait pu? C'est bon.
là, je joue sur les mots et sur la sémantique, mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu de, il a jamais vraiment été un vrai moteur d'attaque peut-être d'ultra élite, parce que là effectivement comme tu disais on est sur de la micro-nuance et peut-être de le séparer de à peine 2 ou 3 noms de ses contemporains évidemment, mais c'est vrai que voilà, sans tomber dans des bêtises de la culture, la rings culture ou ce genre de choses, mais sur ce côté domination dans le jeu et capacité à driver une attaque autant que d'autres l'ont fait, j'ai l'impression de rester un peu sur ma faim. Et donc, c'est un peu ce pourquoi, ce paradoxe, c'est un peu ça qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui. Comment ça se fait qu'individuellement, il est fabuleux et que pourtant, collectivement, on n'a pas totalement les résultats escomptés, quoi. C'est un peu le thème du jour. Et c'est vrai que pour insister quand même sur cet aspect-là, et tu pourras rajouter aussi des éléments si j'en oublie, mais c'est vrai que intrinsèquement, et sur le plan individuel, d'un point de vue du scouting, c'est un scoreur absolument fabuleux et même à l'histoire de la NBA, sans doute peut-être même un des plus efficaces ou le plus efficace de l'histoire de la NBA si on mélange efficacité, volume ou ce genre de choses, mais d'un point de vue scouting, il a une palette technique qui est incroyable, bien sûr, premier point, avec en plus tout ça sur des mensurations physiques indécentes, presque j'ai envie de dire, avec une taille de 6,11 et des bras de 7,4. Voilà, certains pivots n'ont pas ça. Des qualités athlétiques, évidemment, de coordination, de vivacité, d'explosivité aussi, qui se rajoutent à ça et qui ne sont pas normales sur cette taille-là d'habitude. Et en plus, un toucher de balle digne des tout meilleurs de NBA. Donc, c'est un cocktail de scouting qui est absolument... c'est délirant. On n'a jamais vu ça, en fait, Kevin Durant. Je pense qu'on peut dire qu'on n'a jamais vu ça. Oui. La comparaison historique, souvent, c'était George Garvin. Mais je ne connais pas assez Garvin. C'était un peu une autre époque, quoi. Et ça, justement, en parlant d'autre époque, c'est qu'aujourd'hui, les standards athlétiques sont quand même bien au-dessus de ce qui pouvait se faire à l'époque. Et tu prends rien que le premier pas de Kevin Durant pour un joueur de cette taille. Ouais. Je veux dire, voilà, hein, c'était l'un de ses points les plus forts, à être capable de fixer en semi-transition, ou prendra le tir à 3 points, le prendra pas, prend son petit saut, est-ce que c'est pour démarrer son dribble ou pas? Et sachant que pour aller contester le tir, c'était déjà compliqué, le défenseur devait toujours un poil plus s'avancer. Et derrière, voilà, c'est comme tu dis, il y a la vivacité, il y a l'agilité, et même à un moment, c'était moins le cas en début de carrière, mais après, en plus, un joueur qui commençait à mieux tenir sur les contacts et tout, même si le fait de moins tenir lui a aussi permis d'avoir beaucoup de lancers francs, un joueur capable d'aller sur la ligne un nombre incroyable de fois et convertir à 90% de réussite. Donc c'est vrai que en termes de palette de scoring, on a un joueur qui est extrêmement abouti, surtout que là on a beaucoup décrit le côté avec le ballon. Il y a aussi tout le côté sans ballon qui est extrêmement intéressant, où de la même manière qu'on retrouve la vivacité d'un arrière balle en main, que ça soit dans le dribble, dans la capacité justement après dans le tir à dégainer, et justement à dégainer en mouvement avec le pull-up, on le retrouve aussi sans le ballon. Pour moi, l'action de référence de Kevin Durant dans sa carrière, c'est le pin-down. Ouais. Et cette capacité aussi, sur le pin-down, à jouer les différentes options. Justement, d'être capable de remonter pour quasiment faire un curl, au contraire de remonter pour dégainer, quitte à s'éloigner jusqu'à gagner 3 points. Si le défenseur décidait de surjouer l'action, au contraire de revenir en corner et là aussi de convertir. Ou alors, sentant que l'adversaire, pour le coup, allait un peu trop jouer le tir, de revenir vers l'assaut pour finir en alley-oop. Et sachant que là, je viens de décrire que des actions où Durant finit directement, mais il y avait la possibilité, après balle en main, d'aller encore faire fructifier cet avantage, quoi. Et je pense que c'est là aussi des traits très caractéristiques de Kevin Durant, et qu'on retrouve au passage, de manière un peu méconnue chez vraiment les meilleurs scoreurs de l'histoire comme Kobe ou Michael Jordan, c'est d'avoir, notamment dans une partie de carrière, cette dualité avec et sans le ballon, qui les rendent justement extrêmement intéressants, extrêmement malléables et assez difficiles à arrêter. Et si enfin, pour terminer le tableau, comme tu dis, on rajoute les mensurations physiques, où il y avait ce côté un peu mismatch permanent.
qui d'ailleurs invitait d'ailleurs à ce jeu des fois aussi un peu direct, un peu en isolation et tout, parce que clairement, pour mettre des joueurs de sa taille, il n'y avait pas la vivacité, et en plus, avec le jeu sans ballon, la capacité des fois à naviguer les écrans et tout, quand même compliqué, et des joueurs plus petits, même si Durant n'est pas un joueur qui a vraiment évolué au poste pour le coup, il avait, on va dire, le registre technique et les appuis aussi nécessaires pour pouvoir punir l'avantage de taille, pas en puissance, pas en fixation, mais en étant capable de gagner les espaces suffisants pour pouvoir dégainer son tir à une hauteur où le joueur ne pourra pas aller le contester. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est un cocktail physique, taille, coordination athlétique et palette technique qui est déjà en soi est incroyable. Mais en plus, à ça, on rajoute, je crois que Ben Taylor l'avait dans son top 20 ou top 25 des meilleurs shooters, jump shooters de l'histoire, non? Si je dis pas de bêtises. Je me demande si c'était même pas encore au-dessus. Ouais, ou dans le top 10 ou 15 même carrément. Donc effectivement, on est vraiment sur quelque chose de... Je pense qu'on peut le dire. Alors bon, moi, j'ai pas assez étudié l'histoire de la NBA, mais on peut s'avancer un peu en disant quelque chose de relativement inédit, voire même complètement inédit. D'un point de vue scouting, c'est du scoring, il y a tout ce qu'il faut de manière élite, et même pas que de manière élite. On a un cocktail de qualité élite qui ne sont pas censés se retrouver ensemble sur le même joueur. Donc c'est ça qui est assez dingue, et je dis un des meilleurs scores les plus efficaces de l'histoire de la NBA. J'ai quelques chiffres aussi à donner pour appuyer encore plus ce point. On est sur les résultats de ce profil théorique, de ce profil de joueur scouting. Les résultats ont été là, puisque effectivement, efficacité de dingue. Notamment la stat qu'on utilise, c'est le True Shooting Plus. Alors pardon, ça fait rire à chaque fois les habitués que je répète, mais c'est juste le niveau d'efficacité individuelle par rapport à la moyenne. À quel point est-ce que le joueur ressort par rapport à la moyenne en plus ou en moins. Bref, et donc voilà, c'est juste un niveau d'efficacité. Et donc, au niveau de l'histoire de la NBA, en tout cas depuis 1980, je crois, parce qu'avant, il n'y a pas de stats d'usage, donc on n'a pas du Jerry West, on n'a pas du Oscar Robertson ou du Will Chamberlain, mais à part ça, depuis 1980, petite recherche, minimum 25% d'usage, donc un certain volume d'utilisation assez conséquent, et minimum 105 de True Shooting Plus, donc plus 5%, 105 par rapport à 100, par rapport à la moyenne NBA, de son époque évidemment. Donc minimum 25% d'usage et 105 de True Shooting Plus. Kevin Durant a 11 saisons dans l'histoire. 11 saisons, c'est 4e derrière Karl Malone, LeBron James et Shaquille O'Neal. Et c'est devant Dirk Nowitzki qui en a 10, Harden, Kobe et Curry qui sont à 8 ou 9. Donc voilà, déjà ça c'est pas mal. Mais bon, plus 5% d'efficacité par rapport à la moyenne, c'est bien, c'est très bien, surtout sur un bon volume. Mais on peut faire plus, parce que lui, il a fait beaucoup plus. Donc on relève le niveau à 110 de True Shooting Plus. Plus 10% par rapport à la moyenne. Donc plus 10% par rapport à la moyenne, 25% d'usage également, un certain volume. Durant à 9 saisons encore. 9 saisons, il n'y a que Karl Malone qui a fait plus. Qui en a 10, Karl Malone, parce que Karl Malone, longévité incroyable, etc. Mais bon, voilà, Karl Malone aussi n'a jamais eu le pic d'efficacité et de productivité de scoring de Kevin Durant. Il n'a jamais été aussi haut. Il a juste plus de saisons en termes de longévité. Et donc, ce qu'on peut faire, tu l'auras compris, on relève encore une fois le niveau d'efficacité, et là, on passe à 115 de True Shooting Plus, des saisons à plus 15% d'efficacité par rapport à la moyenne de l'époque, plus 15. Kevin Durant a 6 saisons à plus 15 d'efficacité par rapport à la moyenne de son époque, de l'année où a été fait la performance. C'est premier all-time, 6 saisons, all-time, de 1980 évidemment. Premier, Adrien Dantley en a 5 des saisons, peut-être on parlera de lui un jour, ou même tout à l'heure. Curry en a 4, LeBron et Barkley en ont 3, Shaquille O'Neal et Jokic en ont 2, et Giannis n'en a qu'un, par exemple, Dirk Nowitzki n'en a qu'une saison de ce calibre. Bref, donc tout ça pour dire que effectivement, on est vraiment sur la crème de la crème du scoring, et pas que d'un point de vue théorique avec le profil de scouting. On a des résultats concrets, il a mis en pratique tout ça, donc on est vraiment sur un des scoreurs individuels les meilleurs de l'histoire, mais du coup, comment est-ce qu'on explique ce décalage, Antoine, entre ça et notre thèse de départ qui était de dire bah ouais, mais finalement il n'est pas tant que ça, il n'a jamais été un vrai moteur offensif de l'histoire. Comment est-ce qu'on peut nous dire ça alors que dans les faits, personne n'a jamais mieux et aussi bien scoré que Kevin Durant, presque dans l'histoire? Parce que le scoring n'est qu'une
justement, si tu prenais le usage à 25%, c'est ça? Oui. Donc, j'imagine que ses pics en carrière doivent être entre 30 et 35%. Ouais, 28, 30, 32, ouais, effectivement. Ouais, par là, quoi. Donc, ça veut dire que mathématiquement, quand il est sur le terrain, il reste 70 possessions à exécuter, quoi. Le usage, c'est voilà, Durant pour scorer prend. Alors, je sais plus si le usage, tu vois, là, j'ai un trou, si ça prend en compte les pertes de balles. Oui, celui de Basketball Référence, ouais, c'est les tirs et les pertes de balles, mais pas les assists. Ouais, donc, ça veut dire que concrètement, bah voilà, pour essayer d'aller scorer, ou la corrélation n'est pas parfaite, mais 95% pour aller scorer, Durant utilise, allez, on va dire autour de 30% des possessions de son équipe quand il est sur le terrain. Ça veut dire qu'il en reste 70, quoi. Et la question, c'est la manière dont Durant va agir sur ces 70 possessions, parce que on remet pas en cause les 30 possessions. On pourrait peut-être quand même apporter la nuance pour rester sur ces 30 possessions. Je sais que Ben Taylor avait dit Durant, et je crois que c'est ce que tu as explicité un petit peu, a un cas pour être vu comme étant le meilleur scoreur de l'histoire de la NBA en saison régulière. Il disait, bon, en playoff, on voit une chute qui est pas gigantesque, mais qui est un peu plus grande que d'autres, parmi la crème que la crème, d'autres excellents scoreurs dans l'histoire de la ligue, quoi. Donc, il y a peut-être déjà une nuance, mais même si vous prenez en playoff, vous regardez son efficacité, on reste quand même sur d'excellents chiffres. Pour moi, la véritable focale, c'est les 70 possessions, les 70% de possessions qui restent, quoi. Et que c'est là où, en fait, on voit que ce qui est important, pour moi, en fait, quand on parle vraiment des tout meilleurs joueurs offensifs de la ligue, c'est en réalité leur capacité à agir, justement, si on fait sur vraiment les 100 possessions, les 100% des possessions où ils sont sur le terrain. Et d'une certaine manière, la synergie avec les autres joueurs. Parce que vous pouvez prendre, on prendra toujours l'exemple de la saison de Will Chamberlain en 1962, il y a 50 points de moyenne, c'est extraordinaire, à une efficacité qui est quand même, c'est pas la meilleure efficacité, mais quand même une efficacité qui est très bonne. Oui, je crois que c'est 110 ou 112, un truc comme ça, ouais. Et pourtant des résultats collectifs qui laissent franchement à désirer, et même offensivement, quoi. Ouais. C'est parce que, la question, c'est comment vous agissez. Faut prendre pour moi la globale, et non pas juste s'intéresser sur ces 30% en disant, bon, finalement, il a fait son boulot, aux autres de faire le reste, les 70% restants, pour reprendre le cas de Durant. Alors, juste je précise parce qu'on l'a pas fait, l'usage, ce n'est que les possessions qui sont terminées par le joueur, oui, par un tir. Et donc, ce qu'on veut dire aussi par là, c'est que il y a 70% de possessions où c'est pas lui qui termine, mais il peut avoir une influence sur ces possessions, évidemment. Exactement. Et que ça soit vu, on va dire, statistiquement, par les passes décisives notamment, mais aussi ce qui ne se voit pas statistiquement, les questions de gravité, les poses d'écran, bref, on va pas détailler ici, mais vous pouvez impacter le jeu offensivement de manière extrêmement variée, quoi. Et je sais que là-dessus, on l'a précisé tout à l'heure, et c'est pas pour rien, Durant est un bon joueur, voire un très bon joueur sans ballon. Il a cette influence où, justement, si je parlais des pin downs tout à l'heure, vous imaginez que, l'activité que ça fait de ce côté-là du terrain, et que ça va quand même être très tentant pour la défense, qui est de l'autre côté du terrain, c'est même pas encore le côté fait, parce que le ballon est toujours pas arrivé dans les mains de Durant, mais que si vous mettez des choses de l'autre côté du terrain, ça risque de faire beaucoup de choses à analyser pour la défense, parce que beaucoup de regards risquent de se tourner vers KD. Le joueur, KD est en train de prendre l'écran, lui-même a un nombre de possibilités assez intéressant. On sait qu'aux toutes premières versions d'Oklahoma City, quand il y avait notamment le trio Harden, Durant, Westbrook qui était là, quelque chose qui était assez tentant, c'était que soit Harden, soit Westbrook ait la balle en main, et que ça soit celui qui ne l'est pas, qu'aille poser l'écran à Durant pour le pin-down. Parce que ça amenait une dynamique tout d'un coup complètement folle. Et principalement à l'époque parce que il y avait aussi ce côté sans ballon de Durant qui impactait et qui bénéficiait à ses coéquipiers. Donc, je pense qu'on peut dire que quasiment toute star offensive d'un calibre ne serait-ce que d'All-Star, rien que par la gravité, la tension qu'il va apporter, va
bénéficier à ses coéquipiers. Il y a un positif. 2, Durant est un bon joueur sans ballon, voire comme je disais, très bon joueur. Et quand on rajoute à son calibre, fait que forcément sur les 70% de possession qui restent, il aura cet impact positif. Donc ça, on va pas le nier. Mais quand on parle de la crème, pour moi, on doit aller plus loin que simplement bonne gravité, jeu sans ballon qui permet un peu aux autres de coexister. Et si on veut aller vraiment aller côtoyer les Magic Johnson, les Steve Nash, les Stephen Curry, les Nikola Jokic, même d'une certaine manière les Michael Jordan, pour moi, il faut être capable à un moment d'installer un jeu collectif qui fait que, entre guillemets, si vous allez rendre vos coéquipiers meilleurs, mais bon, ça on l'a comme je le dis, toute star pour moi, d'une certaine manière, excepté rares exceptions, va rendre ses coéquipiers meilleurs par le simple fait d'être sur le terrain, mais c'est pas juste les rendre un peu meilleurs, mais vraiment quasiment leur donner un niveau de jeu qu'ils auraient beaucoup de mal à retrouver ailleurs, quoi. Et avec Durant, j'ai beaucoup plus de mal à voir ça parce que, comme on dit, il n'y a pas cette création collective qui est là. Non seulement il y a cette tentation d'utiliser un peu souvent la solution individuelle, que ça soit avec ou sans ballon. Durant qui a la balle dans les mains, ça risque quand même souvent de finir par du scoring. Et 2, c'est là où on vient pour moi à toute ma théorie, c'est j'ai pas l'impression qu'avec Durant arrive forcément une identité de jeu qui va faire que, prenons des exemples, qui vont faire que, par exemple, c'est à Golden State, vous allez réussir à capter le meilleur de joueurs comme Draymond Green, comme Kevin Looney, parce que vous allez pouvoir, ou même André Iguodala, Gary Payton, parce que ces joueurs qui n'ont pas de shoot ou c'est très compliqué, avec toute la menace et le côté dynamique et les nombreuses courses de Stephen Curry, finalement, quand vous mettez la balle dans la main de ces joueurs, ils vont être capables de temps en temps d'aller scorer là où ça serait très compliqué pour eux, mais d'aller aussi créer pour autrui, et finalement de donner le meilleur d'eux-mêmes, là où dans une attaque finalement très héliocentrique, ça serait très compliqué même des fois de les mettre carrément sur le terrain. Mais c'est là où tu pars sur la partie des 70% où il n'a pas la balle, ou comparé aux 30% d'usage où c'est lui qui termine les actions. Effectivement, on peut partir là-dessus aussi, mais il y a un autre aspect qui, moi, est tout aussi important, ou plus, ou en tout cas assez important, c'est même les fois où il a la balle entre les mains. Et c'est là-dessus aussi où il y a une différence avec d'autres stars, notamment, et le côté, les fameuses notions qu'on a déjà développées sur le Basket Lab de qu'est-ce qu'un casseur de défense ou qu'est-ce qu'un terrasseur de défense, ou pour le dire en anglais, peut-être sera plus parlant, le defense breaker contre le defense beater, ce qui est donc juste une variance un peu sémantique pour le coup, pour juste de dire quelqu'un qui va casser la défense et qui va casser l'état de défense homme à homme où tout le monde est bien sur son attaquant, qui va créer le chaos en cassant cet état de stabilité-là, contrairement à quelqu'un qui est juste un defense beater, un terrasseur de défense, juste quelqu'un qui va scorer par-dessus son attaquant, et finalement pas plus que ça. Il va pas plus créer le chaos dans la défense, il va pas plus que ça déstructurer la défense, il va pas plus que ça tirer profit de cette déstructure. Et il y a vraiment cette notion, je pense, assez importante, qui est peut-être pas assez soulignée, je trouve, dans les grands médias ou dans les médias mainstream ou dans les conversations voilà, un peu grand public, on va dire, de la création de décalage. C'est un peu ça que, quand on dit créer du jeu, c'est un peu ça. C'est créer ce décalage, faire créer un décalage, un espace où la défense ne peut plus être en état stable de homme à homme, où chaque défenseur est tranquillement sur son attaquant bien en position. Et là-dessus, voilà, le côté Kevin Durant peut mettre 50% de ses longs tirs à 2 points, ce qui est une efficacité incroyable. Oui, sauf que ça fait 50% sur des tirs à 2 points, ça fait en moyenne, sur des gros échantillons, ça fait 1 point par tir tenté au final. La moyenne à 3 points, c'est 35%. 0,35 x 3, ça fait déjà 1,05 points par possession en moyenne, donc plus que Kevin Durant. Donc voilà, et des lay-ups, c'est 60% x 2, 1,20. Donc calcul très grossier que je fais à chaque fois, mais pour dire aussi que une attaque par Kevin Durant, ok, il est capable de mettre des tirs très difficiles, sauf que d'un point de vue très simple de rentabilité, il ne génère que des tirs de ce type-là pour lui-même, là où d'autres,
en créant du jeu, en créant des décalages, ils vont arriver à générer pour leurs coéquipiers des 3 points ouverts sont plus rentables, des tirs plus faciles, des lay-ups au panier, etc., etc. Donc c'est un peu là-dessus cette différence de notion entre le mec qui va casser la défense ou juste le mec qui va la battre entre guillemets. Oui, je suis d'accord avec toi. Où on retrouve assez peu finalement ce côté manipulateur, pour utiliser un autre terme, chez Kevin Durant. C'est ça, ouais. Tu vois, tu prenais l'histoire un peu des tirs à mi-distance pour y appliquer un peu une notion arithmétique. Et tu vois, même en allant plus loin que la notion arithmétique, je prends par exemple souvent, on peut prendre, donc ça soit, je vais prendre le cas du flotteur, mais on retrouve la même chose avec le tir à mi-distance où, en général, c'est des tirs que les défenses, elles aiment bien laisser, en se disant, bon, c'est des tirs compliqués, et clairement, on est un peu content de les laisser à l'adversaire en se disant, de toute façon, il n'aura pas la réussite pour, et on peut rester, on va dire, sur notre schéma défensif, un peu conservateur, on n'a pas besoin d'aller lancer des aides de fou parce qu'en laissant ces tirs-là, ça devrait aller, quoi. De certaine manière, c'est l'histoire du drop, quoi. Et du coup, des fois, ça peut être intéressant quand même d'aller prendre ces tirs et de faire douter la défense. Je dirais que c'est l'une des meilleures armes de Trae Young. C'est que, ok, il a ce flotteur, mais qu'en fait, il y a des moments où, vous êtes en série de playoffs et le flotteur, il l'a mis sur 5 de ses 6 ou 7 derniers tirs, quoi. Vous continuez toujours la même couverture défensive ou pas, quoi. Et un Trae Young va pouvoir sentir la différence de défense et qu'à un moment, le flotteur va se transformer en fait en alley-oop pour Capella, ou va se transformer, vu que vous êtes en train de bloquer alley-oop pour Capella, sur la passe dans le corner à 3 points sur le côté, parce que l'aide vient de là, quoi. Et que du coup, ce tir qui était pas forcément, qui est quand même une très bonne réussite pour ce qu'il est, mais si on le sentirait, si on les tirait sur un échantillon extrêmement long, pourrait se faire battre, des fois, il peut être quand même intéressant à prendre, parce qu'il va forcer la défense, des fois, à des choix assez compliqués, quoi. Mais pour ça, pour moi, en fait, il faut avoir ce côté manipulateur, là où, pour Durant, il y a plutôt ce côté, en fait, c'est un tir ouvert, ou du moins ouvert, je pense que c'est un bon tir pour moi, je vais le prendre, et sans forcément chercher à savoir ce que ça va impliquer sur la défense derrière, quoi. Je suis pas en train de dire que KD est un joueur qui fait du tout droit en permanence, mais clairement on retrouve un peu moins ce côté je soupèse un peu toutes les différentes options. Le parallèle qu'on va trouver, c'est un LeBron James là-dessus. Ok, je vais prendre tel tir, c'est pas celui que je compte prendre tout le match, mais c'est celui qui va faire réfléchir la défense en face, quoi. Et que du coup, c'est celui qui va me permettre après, en jouant un peu aux échecs, de faire tellement douter la défense qu'elle va essayer de s'adapter. Je vais lui montrer que je peux la battre sur son plan B, mais aussi sur son plan C, et qu'à la fin, la défense finit par complètement douter. Là où pour Kevin Durant, il y a plus ce côté attaque frontale. C'est un très bon tir pour lui, mais il y a moins cette logique de je prends ce tir pour essayer après d'obtenir mieux. C'est plutôt non, je prends ce tir parce que je suis capable de le mettre. Il y a un peu un côté, n'importe quel schéma défensif que tu proposes à Kevin Durant, il peut être capable de le battre. Il va pas être capable de le déstructurer et de créer un chaos et de forcer la défense à faire des schémas différents ou ce genre de choses, quoi. C'est pas l'intention qui est recherchée, quoi. Je veux dire, la défense peut changer en se disant bon, non, c'est pas rentable, mais c'est pas l'idée première. Et ce qui fait que des fois la défense peut changer et l'adaptation de Durant sera pas forcément directe, quoi. Et ça peut se voir aussi où quand il commence à affronter des fois des équipes défensives qui se disent mais je crois que c'est bon, on a notre équilibre, on sait sur qui faire défendre Durant, on sait que dans telle et telle situation, on sait d'où faire venir l'aide et tout. Et il y a peu cette capacité, une fois qu'il a fixé, qu'il a obtenu l'avantage, qu'il a fait douter la défense, à aller changer un peu sur un autre registre derrière, quoi. Ce qui fait que il y a cette chose que j'aime pas du tout chez Durant, c'est cette impression que tout est un peu prédéterminé dans sa tête et que sur cette possession-là, s'il se dit qu'il va aller scorer, il va aller scorer, quoi. Sans forcément être capable de lire le jeu. Et là, je parle à la notion de possession, mais des fois, en fait, ça peut être des cartons entiers, quoi. On se dit, non, là, je pense que il faut changer, et on a tendance à se dire, en fait, des fois, un bon match de Durant, un mauvais match de Durant, en réalité, c'est les mêmes tirs. C'est juste la réussite, parce que voilà, si on parle de 45-50%,
il y a des matchs où forcément ça va être 55-60, ça paraît inarrêtable. Et là, on retrouve justement, il y a ce côté biais visuel de inarrêtable. On se dit, le défenseur est sur lui, il a la main devant sa tête, il s'en fout, il les met quand même. Mais parce qu'il y a un pendant aussi, qui sont, s'il y a ces matchs à 50-60%, c'est qu'il y a forcément aussi des matchs qui sont en dessous des 40%. Et là, quand on retient ces matchs-là, on se dit, c'est pas intéressant parce que au-delà de la réussite, ça propose aucune alternative et aucun chemin derrière, quoi. Et je dis pas que Durant joue tout le temps comme ça, mais quand il active un peu ce mode de fixation et tout, on a l'impression que genre c'est pas Jokic qui va, pour prendre encore une fois expliciter en prenant une comparaison, Jokic qui va commencer à aller au poste bas pour aller attaquer. On sent clairement qu'il n'y a pas ce côté du tout prédéterminé en disant non, là je vais au poste, c'est pour scorer. Du moins c'est peut-être mon idée, mais si vous allez ramener la prise à 2, vous inquiétez pas, je vais trouver la personne. Vous venez pas de prise à 2, boum, je vais taper derrière, quoi. Mais vous allez devoir faire un choix. Et avec Kevin Durant, peut-être excepté la prise à 2 complète et directe dès le moment où il récupère la balle, personnellement j'ai jamais trop vu, du moins de manière constante, cette alternative qu'il allait proposer au reste de l'équipe. Encore une fois, Durant est capable de mettre le tir que la défense veut concéder, de le mettre sans doute plus que n'importe qui. Le problème, c'est que des casseurs de défense sont capables de prendre et de générer d'autres tirs que la défense ne veut pas concéder. C'est peut-être ça aussi une différence qu'on peut expliciter. Mais du coup, voilà, c'est un peu notre thèse, en tout cas, qu'on a déjà bien commencé à développer. Mais je me suis dit, est-ce qu'on a aussi une manière de le voir un peu concrètement ? Parce que là, on parle, les gens qui ne sont pas forcément d'accord avec nous se disent, mais oui, mais vous êtes bien gentil, mais c'est bien toutes ces phrases, mais est-ce qu'il y a des preuves quelque part, ou est-ce qu'on peut, concrètement, est-ce que ça se voit ça ? Et du coup, je me suis dit, on peut regarder au niveau des stats. Ça peut être intéressant. On a d'un côté, j'ai déjà parlé de plein de stats individuelles de Kevin Durant, un des meilleurs scoreurs de l'histoire, ok. De l'autre côté, on n'a pas encore regardé des stats un peu collectives. Et donc, notamment, ce qu'on peut regarder, c'est des on-off, donc le différentiel avec et sans lui sur ses attaques, en carrière évidemment, ou alors, pas que le on-off qui est un différentiel avec sans lui, mais le on-court, donc c'est-à-dire comment performe l'équipe, le chiffre brut de performance de l'équipe quand lui est sur le terrain. Donc comme ça, c'est un peu indépendant de qui est son backup, etc. Voilà, c'est pas vraiment différentiel. Mais bref, donc à quel point l'équipe est bonne avec lui. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et le truc, c'est que sur ces chiffres-là, Kevin Durant a des chiffres d'élite à peu près tout le temps en carrière. Et quand je dis des chiffres d'élite, c'est des chiffres dignes, justement, des joueurs qu'on met, nous, un peu au-dessus de lui. Donc là déjà, c'est un peu bizarre. Et en fait, c'est là aussi qu'est tout le problème du cas Kevin Durant, ou le paradoxe, je sais pas comment on pourrait le dire, mais le problème, nous, dans notre argumentation ici, avec ces stats-là de on-off offensif ou de on-court offensif, c'est que lui n'est pas le fameux casseur de défense, mais en carrière, il a toujours été mis à côté d'un fameux profil comme ça, casseur de défense, qui va venir créer des décalages pour autrui, générer du jeu collectif pour tout le reste de l'équipe. En vérité, Kevin Durant n'a pas ce profil-là, mais il a toujours été mis dans des conditions où il y avait ce profil-là. Alors, au début, pendant très longtemps, ça a été Russell Westbrook à OKC, évidemment. Westbrook est beaucoup moins efficace individuellement, mais qui a cette capacité d'impact sur drive et de création playmaking collective qui peut créer ce jeu. Donc, la création de décalage, il y avait Russell Westbrook à OKC. Ensuite, il a transféré. Il est allé du côté de Golden State, où c'était à la fois le système des Warriors très complet, mais aussi Stephen Curry, peut-être on va en reparler. Même à Brooklyn, le passage à Brooklyn, Harden était quand même un peu de facto le meneur de jeu et le créateur, on va dire, porteur de balle, ou celui qui, quand il fallait un peu manipuler, il était par là. Et même à Phoenix, Devin Booker et Chris Paul le sont quand même plus que lui. Mais bref, à la limite, mettons un peu entre parenthèses Phoenix pour l'instant. Donc c'est vrai que au niveau finalement de ses on-off et des performances de l'équipe quand lui est sur le terrain, il a des chiffres d'élite, les mêmes que Stephen Curry, ou en tout cas similaires à Stephen Curry, à James Harden, à Jokic, à LeBron, etc. Donc là-dessus, ça se voit pas trop en fait. Difficile de détacher Kevin Durant de
son casseur, parce qu'il a toujours été à côté de gens qui étaient capables de casser à la défense. En tout cas, difficile de le détacher sur ces stats-là. Mais, tu me vois venir, Antoine, il y a d'autres stats qui nous permettent un peu de détacher justement Durant du joueur à côté de lui qui allait créer ce jeu collectif. Et là, c'est les fameux WOWI, donc with or without you, donc des stats qui mesurent avec tel joueur et avec tel joueur, ou avec lui et sans lui, etc., etc. Et donc là, sur des gros échantillons, puisqu'on est quand même sur une carrière assez longue pour Kevin Durant, on peut regarder donc les WOWI à Golden State, quand les deux étaient sur le terrain, Kevin Durant et Stephen Curry, 123 d'offensive rating, 123, c'est beaucoup. Quand il n'y avait que Stephen Curry, 117. Quand il n'y avait que Kevin Durant, 112. Donc 112 par rapport à 117 quand il n'y avait que Curry. Voilà, sur des gros échantillons, on parle de plus de 3000 minutes sur 3 saisons. C'est pas mal, hein. Saison régulière plus playoff. Ok, Golden State, on a un peu ça. Brooklyn, on a un peu la même chose sur un échantillon beaucoup plus petit, évidemment, sur la saison 2021, playoff et saison régulière. Quand les deux sont sur le terrain, James Harden et Kevin Durant, 124. Quand que James Harden, 120. Quand que Kevin Durant, 121. Donc finalement, James Harden à l'époque était individuellement beaucoup moins bon que Kevin Durant, et pourtant la performance de l'équipe quand il y avait que James Harden était très similaire à celle que quand il y avait que Kevin Durant. Et encore, j'ai même pas rajouté Irving dans l'équation. Mais bref, mais surtout, Antoine, l'aspect le plus important aussi, c'est à OKC, puisque c'est la période la plus longue, et donc c'est là où on a le meilleur échantillon peut-être, et donc plus on a un gros échantillon, plus c'est stable. À OKC, les with or without you, quand les deux étaient sur le terrain, Westbrook et Durant, 113 d'offensive rating. Quand il y avait que Kevin Durant, 110 d'offensive rating, 110. Quand il y avait que Westbrook, 112. Et donc là, je parle des saisons 2012, 13, 14, 15 et 16. Donc je répète, que Kevin Durant, 110, que Russell Westbrook, 112, sur des énormes échantillons. Bref, Westbrook est individuellement sur un scouting report, on va dire, beaucoup moins bon, évidemment, que Durant. Et pourtant, la production offensive de l'équipe était pas beaucoup moins bonne, voire même légèrement meilleure avec Westbrook. Donc là, pour le coup, c'est les WOWI. C'est un peu là où on arrive un peu le plus, on va dire, niveau stats, Antoine, à faire un peu ressortir légèrement cette notion de casseur dont on parle depuis quelques temps. Oui, alors, c'est vrai que souvent, la critique qui nous avait été adressée là-dessus, c'est de se dire, mais surtout celle à Golden State, c'est de se dire, oui, mais d'accord, mais il rejoint une équipe qui avait déjà une identité, qui ne correspond pas totalement à la sienne. Lui, limite, il arrive en alternative à cette identité. Et c'est vrai que c'était un peu le pitch de l'époque, hein, de dire que voilà, l'avenue de Durant, c'est pour quand notre belle attaque dans les finales 2016, ou d'ailleurs en finale de conférence contre Oklahoma City, se prend un peu, s'enfonce un peu dans la boue, quoi. On a ce joueur qui, dans ces moments-là, est capable de nous fournir ce plan B qui va nous maintenir finalement à un niveau qui reste très bon de par son jeu plus direct, et de faire que même dans nos temps faibles, et même en fait quand on nous demande de jouer par exemple une défense qui fait que du switch, on a en fait cette pièce-là qui est là pour ça, quoi. On sent que cet argument, si j'utilise Golden State, il tient moins bien dans les autres contextes, quand même. Et je dirais que après, tu vois, même malgré tout, même malgré ça, pour moi, le côté WoWi, il reste quand même biaisé du fait que ça se faisait, on va dire, dans des contextes qui, pour moi, au moins offensivement, restait très bon, et que le WoWi effectivement tente d'aller vers ça. Et c'était d'ailleurs, je crois, c'était Ben Taylor qui, quand il avait fait son profil de Kevin Durant, disait, mais est-ce que Durant, d'une certaine manière, n'a pas besoin d'avoir un joueur star à ses côtés, créateur, pour pouvoir finalement donner son plein potentiel, parce que quand on le met en mode héliocentrique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué, quoi. Et c'est ce qu'indique le WoWi, c'est ce qu'avait indiqué Ben Taylor. Et je pense qu'on peut souscrire là-dessus, parce que pour revenir un peu aussi sur les défauts de Durant, c'est un dribbleur extraordinaire pour sa position, mais je pense pas que ça soit un dribbleur extraordinaire tout court, hein. Je veux dire, comparé aux meilleurs extérieurs de la ligue, je pense pas que Durant ait le dribble qui soit de ces niveaux-là. Et à un moment,
bon, les lois de la physique doivent quand même le rattraper, ou quand on est aussi grand, c'est compliqué, voilà, d'être capable d'exécuter, par exemple, je sais pas, ce que les Chris Paul ou des Kyrie, que je le prononce bien, Kyrie Irving, sont capables de proposer. Donc, il y a en effet cette critique où, en fait, mis dans un schéma héliocentrique, il ne peut pas. Mais la question, je la renverse parce que voilà, je vois directement critique et de se dire oui, mais il faut pas employer justement Kevin Durant dans des schémas héliocentriques, et c'est ce qui fait toute sa force, de pouvoir justement le combiner assez facilement avec d'autres stars sans se poser la question des fameux rendements décroissants quand LeBron James vient rejoindre Miami et qu'il y a Dwayne Wade à ses côtés et que ça va être un peu chacun à son tour, quoi. Et ça, en fait, je le comprends, mais de l'autre côté, je renverse de nouveau la table et je vous dirais, mais si on parle des tout meilleurs joueurs offensifs de la ligue, est-ce que c'est pas quand même un petit peu gênant de pas vraiment pouvoir proposer justement complètement cette alternative, pas forcément héliocentrique. Je veux dire, pour un joueur de sa taille, on pourrait imaginer d'autres façons d'impacter que purement imiter Doncic, Harden et LeBron James. On pourrait imaginer d'autres choses là-dessus. Et quand on parle pour moi vraiment des meilleures options offensives de l'histoire, du moins si on parle de la décennie, d'avoir ce calibre vraiment de pouvoir impacter le jeu vraiment plus. Si vous avez finalement besoin d'un casseur à vos côtés, et que sinon en fait vous allez vous résoudre à un peu ok, je peux laisser les autres respirer, faire leur jeu et je peux y participer, mais si on va dire on me demande un peu de reposer plus sur moi, ça va finir avec beaucoup de pin-down et d'isolation. Pour moi en fait voilà, le cas il est démontré là-dessus, et que et surtout arrivé, on va dire pour moi en plus dans des contextes de play-off, je trouve que ce qui est proposé concrètement là-dessus, c'est pas assez. Alors après, là arrive un choix philosophique, ou de se dire bon, est-ce que finalement, fondamentalement, si je prends un Damian Lillard, je trouve que sur la dernière décennie, en termes d'apport offensif, je vais être honnête, pour moi, on est à peu près dans la même catégorie que Kevin Durant. Voilà, on peut se dire bon, Lillard, est-ce qu'il pourrait se mettre fondamentalement à côté d'une autre star qui aime beaucoup porter le ballon aussi facilement que Kevin Durant? Peut-être pas. Peut-être pas. Bon, on a vu que ça n'a pas marché avec Anfernee Simons là cette année, effectivement. Oui, et Evan Turner. Allons jusque là, quoi. Oui. Mais de l'autre côté, voilà, est-ce que Kevin Durant a pu démontrer dans sa carrière que responsabiliser la manière d'un Lillard, il pourrait proposer la même chose? Pour être honnête, j'en suis pas certain, quoi. Je répondrai pas non catégoriquement, mais je pencherais quand même plutôt vers le non, quoi. Et du coup, ok, il y a pas d'héliocentrisme, du moins l'héliocentrisme avec Durant. Encore une fois, on parle des standards d'élite, donc on est très exigeant. Ça restera bon, mais c'est pas exceptionnel. Et en fait, non héliocentrique, mais quand même du coup la focale offensive de cette équipe. En fait, si le joueur fait de l'héliocentrisme, c'est pour moi par manque de capacité d'impacter le jeu vraiment de manière élite, autrement que justement par son scoring un peu frontal. Surtout que c'est plus du hero ball dans son cas que de l'héliocentrisme comme Doncic ou Harden qui va distribuer partout en plus. Oui. C'est un peu là-dessus, mais tu vois, c'est effectivement les oui, il faut mettre toutes les nuances qu'il faut sur ce genre de stats un peu de on-off, de on-court, enfin bref, voilà, tout ça, il y a des nuances. Après, je trouve que ça reste un bon indicateur, non pas à la virgule près, évidemment, mais je suis pas sûr que la majorité des fans auraient pu deviner ça ou dire ça, que Kevin Durant, qui, encore une fois, on le répète, individuellement sur le scouting report et même dans la valeur, est un meilleur joueur que Russell Westbrook, et pourtant, la production offensive de l'équipe quand il n'y avait que Westbrook était meilleure, alors pas de beaucoup, mais était meilleure, en tout cas même similaire, ne serait-ce que similaire à ce que Kevin Durant pouvait proposer tout seul sur le terrain. Et parce que, là encore une fois, pour le côté Golden State, je crois que on en parlait sur Twitter avec Sam de Breaking Ball, évidemment, qu'on salue, mais mettons même de côté le contexte Golden State avec ce truc de, oui, l'identité de l'équipe est déjà propre à Curry, aux Warriors, etc. Ok.
OKC, on n'a pas ce contre-argument-là, pour le coup. Et surtout, pour moi, ça illustre bien cette différence entre le profil de casseur de défense et le profil de terrasseur, celui qui va juste battre son défenseur ou mettre les tirs difficiles. On caricature, évidemment. C'est jamais tout blanc, tout noir, évidemment. Mais ça illustre bien ce WoWi de OKC sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 années. Échantillon énorme. On peut dire, bah oui, mais Kevin Durant, il avait Nick Collison dans la raquette, il n'y a pas de spacing. D'accord, mais du coup, Westbrook aussi, parce que c'est les mêmes contextes de jeu. Bref, et pour moi, c'est aussi que on en revient à ce truc de Kevin Durant, quand il génère de l'attaque Kevin Durant, c'est généré pour lui et c'est des tirs plus compliqués et en moyenne moins rentables que un Russell Westbrook qui, sur ses propres tirs, ne va pas les mettre aussi souvent, évidemment, mais qui par ailleurs, de par son passing et de par son impact autre, va créer des lay-ups faciles pour ses coéquipiers, va créer des 3 points en catch and shoot faciles pour ses coéquipiers, et donc au final une attaque relativement semblable, voire même un peu plus rentable, un peu plus productive. Mais c'est vrai qu'on arrive du coup sur ce côté, pour laisser un peu les stats de côté et reparler un peu plus de tactique et de terrain maintenant, il y avait un peu cette question centrale et tu as commencé à l'aborder de, au final, Kevin Durant te donne-t-il vraiment une identité à ton équipe parce que le mec il peut se caler partout, ok, mais est-ce que vraiment il te donne une vraie identité au-delà de le simple pin down ou la simple isolation? Bah, moi, j'ai un peu envie. Alors, tout dépend ce qu'on entend par identité. Est-ce qu'une équipe un peu, je sais pas, j'ai pas d'exemple qui viennent en tête, mais on pourrait imaginer des équipes où l'identité de jeu offensive est clairement assumée que c'est plus ou moins de l'isolation assez directe. Bon, voilà, c'est un peu là pour le coup un choix sémantique. Est-ce que c'est un peu l'identité par défaut parce que fondamentalement, qu'est-ce qu'une attaque à un moment, il faut bien que quelqu'un essaie de marquer. Est-ce que c'est pas l'identité par défaut que d'essayer finalement de proposer de l'isolation ou quelques mouvements un peu réduits ou moi c'est vrai que j'ai tendance à appeler ça que c'est pas vraiment une identité de jeu. Bon, on peut dire que les équipes qui n'ont pas d'identité, c'est celles qui peut-être ont différents registres mais n'arrivent pas à trouver le bon, celles qui prennent le bon rythme et tout. Donc voilà, il y a peut-être cette question de choix sémantique, mais pour moi, peu importe du coup qu'on l'appelle pas d'identité ou identité un peu par défaut, pour moi, Kevin Durant a du mal à aller au-dessus de ça, quoi. Tu vois, on reprend le côté idiocentrique ou pouvoir reprendre ton terme, tu vois, de casseur. Euh, je trouve que par exemple, Lillard, sans être un passeur extraordinaire, a vraiment pour moi un peu ce côté casseur. Mais je pense qu'en fait, Durant, euh, et c'est pour dire aussi qu'il y a plein de manières différentes de jouer. On aurait pu imaginer différentes choses qui ne sont pas pourtant dans la pure réplique de ce que, par exemple, voilà, des joueurs un peu héliocentriques classiques qui vont disséquer sur pick and roll, balle en main, la défense adverse. On peut imaginer plein de choses, surtout pour un joueur de cette taille, qui a en plus un jeu sans ballon. On aurait pu imaginer des fois un peu ce qu'on espère avec Giannis Antetokounmpo, cette dualité de porteur de balle, mais aussi de poseur d'écran, où là en plus, c'est vrai que Giannis, la pose d'écran, ça serait pour après aller jouer des rôles, des short rolls extrêmement agressifs. Le KD de début de carrière aurait pu le faire, et même par séquence, on aurait envie de dire pourra encore le faire. Et on embrasse Scott Brooks, évidemment. Futur coach de Giannis, d'ailleurs. Hein, je sais pas si tu as suivi, il va potentiellement être à Milwaukee. Donc, Ne parlons pas de malheur, oui. s'il te plaît, ne parlons pas de malheur. Mais au-delà de ça, on aurait pu imaginer, voilà, ce côté aussi capable de poser des écrans et de pouvoir jouer des mains à main, et fondamentalement de mieux finalement, vu que c'est pas un dribbleur parfait, c'est pas le passeur non plus parfait, plutôt que d'essayer, sachant qu'il n'aura peut-être pas les capacités à aller frontalement faire du pick and roll en tête de raquette et jouer derrière, on aurait pu imaginer plus de main à main, des poses d'écran, des choses un peu plus variées, surtout que voilà, quand on prend les exemples de Dirk Nowitzki, on pouvait voir à quel point fondamentalement un joueur d'une certaine taille, juste de poser des écrans et d'avoir sa menace au tir, pouvait avoir sur le reste de l'équipe. Je pense en fait qu'il y avait je sais pas quelle est la manière, mais par exemple Durant pour moi n'a jamais vraiment été un très bon poseur d'écran. Ouais. Ça
sa relation avec les autres, dans les mains à main, tout ça, n'a jamais vraiment été là. Et sans ballon, bah, on retrouvait pas non plus le dynamisme pour moi, des tout meilleurs joueurs sans ballon, parce que peut-être qu'à 2,10 m, bah, vous pouvez pas être aussi rapide que les autres. Euh, je, bref, je sais pas, on va dire, où techniquement, peut-être il y avait trop d'éléments qui pêchaient pour pouvoir l'imaginer en d'autres utilisations, mais pour moi, ça aurait été quelque chose. Voilà, l'identité de jeu, je l'associe pas forcément bêtement avec l'héliocentrisme. Il y a plein de registres différents. Et ceux qui regardent, on va dire, d'assez près la NBA verront des équipes qui peuvent jouer dans des registres fondamentalement assez variés, sans pour autant avoir la balle, je sais pas, 8 ou 9 minutes dans les mains par match, quoi. Et Durant, pour moi, l'a jamais proposé. Et tu vois, c'est vrai que, comme tu dis, hein, on est revenu sur les 30% où il finissait les actions. Moi, je vois aussi les 70% où il les finit pas. Et encore une fois, oui, il va rendre ses coéquipiers meilleurs. Tu citais Léo, oui, on reste quand même sur d'excellents standards, quoi. Oui, oui. Mais il y a ce côté où c'est quoi fondamentalement les coéquipiers parfaits à mettre Kevin Durant, qui vont optimiser son jeu et que lui va permettre d'optimiser. C'est bien en fait d'être malléable. Mais par exemple, je trouve qu'un Jokic est extrêmement malléable, mais parce qu'il peut proposer en fait à chaque fois cette identité où ok, je suis en tête de raquette et c'est moi qui vais distribuer le jeu. Ok, je suis au poste et je vais vous proposer un dilemme compliqué avec des coupes vers le panier. Je suis dans mon jeu à deux avec Murray qui est inextricable entre qui va être le porteur, qui va poser l'écran, et combien de fois on va poser l'écran, s'échanger la main, faire un main à main, etc., quoi. Avec en plus toujours la menace du tir qui est derrière et du mismatch. Et du coup qui est extrêmement malléable parce que voilà, il le fait ce jeu à deux parce que c'est Murray, mais c'est pas du tout la même chose qu'il va faire quand ça va être, je sais pas, Aaron Gordon, Bruce Brown qui vont être sur le terrain, qui sera encore différent de ce qu'est Michael Porter sur le terrain, et que c'est là où Jokic, en dehors de son énorme vision du jeu, a refait un registre technique très varié qui lui permet d'imposer une identité forte, mais aussi des identités qui vont s'adapter à chacun de ses coéquipiers et qui vont offrir en plus une certaine polyvalence offensive à son coach, et qui est plus facile pour battre certains schémas défensifs parce qu'il y a toujours des alternatives très intéressantes. Clairement, avec Durant, ok, il peut s'adapter quasiment à n'importe quel système offensif, mais il sera pas celui qui va proposer pour moi, en fait, ce système offensif, quoi. Ouais. Et que, au-delà de même son côté, comme je dis, assez orienté sur le scoring, même quand il est pas orienté sur le scoring, il reste cette menace sans ballon, et cette taille et cette gravité qui est intéressante. Et ce qui est dommage, en fait, c'est qu'on va pas, on va difficilement plus loin, quoi. Et encore une fois, les standards avec lesquels on juge Durant, c'est celui des meilleurs joueurs offensifs. Et voilà, quand on dit offensif, c'est pas juste scoreur, vraiment offensif tout court. En fait, on est à ce genre, pour moi, d'attente, quoi. Et je trouve que là-dessus, il déçoit un petit peu, quoi. On a ce genre d'attente parce qu'encore une fois, sur le plan individuel, c'est le meilleur score de l'histoire quasiment. Donc effectivement, mais c'est vrai que tu soulèves un point intéressant sur une déception qu'on peut souligner, le manque de diversité tactique dans son utilisation. Et ça, pour le coup, je sais pas à quel point c'est du manque de créativité, alors, de Scott Brooks en l'occurrence, qui est resté très longtemps son coach au début. Mais tu vois, même je me souviens qu'à la période Golden State, bon, c'était un peu mieux, mais ça n'a jamais non plus été la folie. Donc je me demande à quel point c'est de la faute un peu de ses coachs en termes de développement dans ses jeunes années, ou alors lui-même qui voulait plutôt être orienté juste balle en main, hein, comme un peu on faisait dans les années 2000. Peut-être on va en parler juste après, tout à l'heure. C'est peut-être un vestige de ça aussi. Donc je sais pas trop comment répartir un peu la faute de cette non-diversification offensive, parce qu'effectivement on aurait pu faire des trucs assez épatants, quoi. Et même sans parler de Jokic, même sans parler de Dirk Nowitzki, ne serait-ce que par exemple ce que faisait Kevin Love sous Rick Adelman. Voilà, t'as plein de façons diverses et variées d'être utilisé en poseur d'écran, sur des jeux en sortie d'écran à 3 points, enfin bref, même Kevin Love à Minnesota, Rick Adelman, c'était varié. Et ça, on l'a jamais vraiment vu, je trouve.
Et sur la question de à quel point est-ce que Kevin Durant donne ton identité, bah, c'est vrai que on n'a jamais vraiment la réponse, mais parce qu'en fait, encore une fois, il a toujours été à côté de quelqu'un qui était capable de faire cette gestion, de générer le jeu collectif pour autrui. Et donc la question, ce serait, bah, s'il n'avait pas eu ça, à quoi ressemblerait l'équipe en termes d'identité de jeu. Et c'est vrai que, bon, on a déjà répondu un peu avec les... On voit que dans les stats, mais même tactiquement aussi, tu parlais du fait de les fameux pin down qui sont juste des écrans, un écran en sortie de... Enfin, un jeu en sortie d'écran avec un écran. À part pin down et isolation, il n'y a pas grand-chose. Et après, même sur la partie scouting aussi, bah, c'est vrai qu'il lui manque certaines qualités que tu as déjà évoquées, ça fait à peu près 1 heure qu'on les évoque, mais pour un peu les re-expliciter, il manque un peu ce côté proactif, balle en main. On a parlé de ça, le pick and roll. Il n'a pas ce côté manipulateur, c'est une notion et un terme qu'on a évoqué qui est important, comme des LeBron, des James Harden, des Doncic peuvent faire. Ils apportent cette identité et cette capacité de déstructurer une défense, de créer un chaos dans une défense et de générer des bons tirs pour autrui, de par cette manipulation balle en main sur pick and roll. Kevin Durant, il n'a pas trop ça. Il n'a pas non plus un espèce d'impact brut incroyable de type drive and kick comme Russell Westbrook, par exemple aussi. Il n'a pas non plus un passing en mouvement et une adaptabilité d'élite, on va dire, sur des isolations de type, d'ailleurs, Jokic, parce que le fait que Kevin Durant fasse des isolations, c'est pas très grave. Tu peux construire à partir de ça, mais c'est juste que t'as pas la même exploitation des décalages et des prises à deux avec Jokic qu'avec Durant. Donc ça, il y a ce point-là aussi. Et puis même sur le jeu off-ball, je crois qu'on en avait parlé avec toi aussi dans un podcast il y a quelques temps, mais même s'il a du jeu sans ballon, il n'a pas du jeu sans ballon au point d'être aussi bon dans ce domaine-là que Stephen Curry. Il n'est pas aussi bon que Curry sans ballon en termes d'activité, de mouvement et de gravité, au point que ce jeu sans ballon, comme Curry, crée un peu l'identité et la dynamique de l'équipe. Ou même citer J.J. Redick pour le coup, ou pour éviter, on va dire, de citer une star, ou quand J.J. Redick était sur le terrain, notamment aux 76ers, paradoxalement, il était quasiment le joueur de l'identité offensive, la majorité du temps sur demi-terrain, des 76ers, quoi. Oui. Et ça, comme je dis, il y a peut-être un côté que quand on est 2m10, alors il peut reproduire des choses que font J.J. Redick, mais j'ai pas l'impression que la même rapidité. Et peut-être pour revenir aussi quelque chose, moins de J.J. Redick, mais plus Curry, mais aussi un peu Kevin Love et Dirk Nowitzki, c'est pour moi aussi la pose d'écran. Oui. C'est quelque chose dans lequel il a jamais vraiment très à l'aise. Alors, t'étais très à l'aise, alors peut-être parce qu'il est tout simplement frêle, mais Curry est un peu le contre-exemple là-dessus, quoi, en montrant qu'en fait, on peut être frêle, mais quand on est une telle menace au tir avec un tel dynamisme sans le ballon, ça reste quand même extrêmement dangereux, quoi. Et je trouve que là-dessus, il y a aussi une sorte de filon qui a été un peu, de mon point de vue, qui a été inexploité, quoi. Oui, parce qu'on a un peu ce truc ça fait 15 ans avec Kevin Durant qu'on dit c'est incroyable, c'est un porteur de balle qui fait 6, 11 ou 7 pieds de haut. Finalement, on aurait presque voulu que ça soit un peu moins un porteur de balle parfois et qu'il fasse un peu plus d'autres choses que juste être un porteur de balle. Ce qui était incroyable, faire des pull-ups à la porteur de balle avec sa taille. Mais parfois, on aurait presque voulu qu'il fasse un peu moins de ça et se développe dans d'autres domaines du jeu, moins porteur de balle. Qui aurait pour moi en fait créé plus facilement des synergies à 2, voire 3 joueurs en fait, quoi. C'est quelque chose qui est un peu plus compliqué, quoi. Et pour aller du coup sur un autre point, je sais aussi qu'il y a quelque chose qu'on cite souvent avec Kevin Durant, qui revient, je pense, au-delà même de Kevin Durant, un débat qu'on retrouve de manière assez classique, qui est de dire, oui, enfin, je comprends ce que vous voulez dire en identité de jeu, certes, mais en fait, arriver les playoffs, quand le jeu commence à devenir plus rugueux, que c'est plus difficile d'installer du jeu sans ballon, que les attaques vont moins vite, qu'on a quelque chose de plus stagnant. Et il y a certaines choses qui sont un peu critiquables dans ce que je viens de dire, mais soit en fait je comprends l'idée, c'est de se dire ok, mais en fait Durant lui il va être imperméable fondamentalement à ce genre de soucis que des fois vous rencontrez des attaques extrêmement bien huilées. C'est le côté, je crois que je sais plus qui c'est qui avait parlé d'inélasticité, où clairement, lui, peu importe la défense qui est proposée, c'est l'avantage justement, c'est que même face à une très bonne défense, il va quand même être capable de marquer ses tirs. Donc, dans ces instants plus compliqués de play-off, est-ce que fondamentalement les joueurs un peu plus directs, capables de mettre ces tirs compliqués, ne prennent pas plus de valeur
que ces joueurs un petit peu système pour faire une comparaison un peu caricaturale, quoi. Et là, en fait, alors, j'ai pas d'argument pour dire je sais qui là-dedans a tort ou a raison. Moi, je sais que je penche plutôt sur le côté un peu sceptique par rapport à ça, où déjà, il y a quand même plein de joueurs système offensifs qui sont capables d'être plus directs. Hein, voilà, c'est le débat. Est-ce qu'il faut utiliser Stephen Curry sans ballon ou à des moments plus avec des pick and roll directs. En fait, voilà, il y a plein de joueurs système qui, à des moments, ont été capables quand même de proposer quelque chose de plus direct. Donc, voilà, mais de la même manière que les joueurs comme Durant, à des moments, sont aussi capables de quand même proposer certaines synergies. C'est pour enlever un peu le côté manichéen. Mais surtout pour moi, au-delà de ça, c'est que je trouve que je comprends ce jeu qui stagne, mais c'est intéressant en fait quand il vient s'intercaler en mode la défense a déjà essayé par exemple de casser un peu le jeu sans ballon à base de top lock ou à base de switch. Elle a déjà en fait essayé de poser ses contres qui fait qu'on va retrouver un jeu de plus stagnant et qui va peut-être vous forcer à l'attaquer de manière plus frontale et que du coup là en effet vous allez devoir vous résoudre peut-être des isolations, des choses qui sont beaucoup plus directes. En fait, pour moi, c'est différent que non, en fait, on va attaquer directement, frontalement d'office, quoi. Et que est-ce qu'on va chercher à faire switcher la défense on sait pas trop. Est-ce que on va parce que quand un joueur est en top lock, c'est quand même compliqué. Quand je dis top lock, c'est éviter à tout prix, loin du ballon, que votre attaquant, votre direct, aille prendre l'écran, quitte à lui concéder la coupe. D'ailleurs, vers l'arceau, parce que vous n'êtes plus entre votre défense, entre attaquant et le panier. Vous vous mettez vraiment, des fois de manière complètement parallèle à lui, pour essayer de l'empêcher de prendre à tout prix l'écran. Et que, en effet, vous prenez des Duncan Robinson, des Kyle Korver, même des J.J. Redick, ça a souvent été une manière de vraiment beaucoup perturber ces joueurs-là, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'on voit souvent les défenses face à des excellentes attaques sans ballon proposer ce genre de système, et du coup, on sent bien que quand vous êtes là-dedans, vous pouvez pas proposer la même aide que si vous êtes justement en défense classique et que vous restez d'une certaine manière entre l'arceau et s'il y a besoin de venir aider, vous êtes plus proche. Et du coup, aller faire une isolation, un pin-down, quelque chose de plus classique, si vous n'avez pas travaillé la défense avant, si vous n'avez pas proposé des dilemmes, le boulot, c'est pas qu'il va être facile, mais il va être beaucoup plus simple pour elle que si, en fait, on va venir à l'isolation, mais parce qu'en fait, la défense a déjà, en fait, empêché le plan A, B et C, mais que du coup, empêcher ces trois plans-là, ça arrive avec des compromis qui font que votre isolation ou votre pin-down ou ce que vous voulez va être beaucoup plus facile, quoi. Oui, parce qu'encore une fois, en moyenne, l'isolation génère moins de points que d'autres moyens, d'autres plans A, plan B, comme tu dis. Et donc, c'est vrai que si ton plan A, c'est l'isolation qui est le truc le moins rentable, tu pars pas bien, quoi. Non seulement, en fait, tu as un coup d'opportunité, parce que tu laisses pas les autres choses avoir lieu, mais même au-delà de ce coup d'opportunité, tu vas attaquer une défense qui pourra bien mieux se préparer à toi parce qu'elle n'a pas à penser à autre chose, à réfléchir à autre chose, à concéder d'autres choses, quoi. La défense est beaucoup plus dans une aisance tactique pour se préparer, en fait. Et du coup, c'est là où, Kevin Durant qui arrive en alternative à Golden State quand ça switch tout, c'est pas la même chose que, je sais pas, justement, le Kevin Durant d'Oklahoma City où c'était bien plus frontal, bien plus direct. Et arriver les playoffs, pour regarder son efficacité d'élite, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Certes, à Golden State, il y a aussi une question de talent par rapport à Oklahoma City. On va pas faire la comparaison, mais il y a aussi une question derrière schématique qui, pour moi, il ne faut pas exclure et qu'on retrouve un défaut assez classique chez ces joueurs qui sont d'exceptionnels scoreurs et qui ont beaucoup plus de mal à servir, à installer la table pour que tout le monde mange et pour que ça soit compliqué, pour que ceux justement qui veulent pas que ça soit le play de résistance tranquille, de leur mener la vie dure. Oui, mais alors d'ailleurs un exemple comme ça, je ne vais pas les réétudier, ça vaudrait peut-être le coup, mais je crois que c'est la série 2013 contre Memphis où justement Westbrook est blessé au premier tour, et donc il n'est pas là, et du coup, quand tu remplaces Westbrook par l'attaque passe par Kevin Durant ou Reggie Jackson,
Oui, t'as pas ce casseur de défense, et en face, t'as du Tony Allen qui est sur Durant, et derrière toute la défense aussi, comme tu dis, qui est parée pour les gazoles et tout ça, là, pour l'isolation. Ah ouais, du coup, Casey est éliminé avec des faibles productions offensives, quoi, finalement. Donc, bon, c'est qu'un exemple comme ça. Mais oui, sur ce côté plan A, plan B, bah, c'est exactement ce qu'on a vu sur la série de Golden State Lakers, la demi-finale de conférence 2023, là, où le match 1, effectivement, les Lakers ont tout fait pour empêcher le jeu d'écran. Et c'est comme ça que sur la suite, post-match 1, on est parti sur une attaque de pick and roll avec Golden State, mais parce qu'il y avait eu ce plan A qui avait été freiné. Et tu vois, Golden State a perdu, donc on va pas le retenir. Mais le niveau de Curry sur la manipulation de pick and roll, alors que lui, on le mettait plutôt dans la catégorie cassage de défense par le jeu sans ballon, mais même le niveau de manipulation via pick and roll de Stephen Curry, je sais pas ce que tu en penses, et même je sais pas à quel point tu as vu cette série-là, mais je crois que Kevin Durant aurait pas été capable de faire ça, non? J'en sais rien, mais prenons des exemples comme Luka Doncic, LeBron James, etc. Où quand vous voulez passer tout d'un coup, ok, on va tout switcher, on va passer sur l'isolation, je sais pas pourquoi, des choses qui vont être plus frontales, ça reste quand même des joueurs exceptionnels. Et on peut même parler de Jokic. Jokic, ok, il vient au poste, vous voulez pas venir aider, je crois que la réussite sur la saison, quand il n'était pas pris à 2 au poste, je crois que c'était 1,2 points par possession, quoi. Je crois que c'était 4 points par possession quand il n'y a pas de prise. Mais voilà, quoi. Après, voilà, encore une fois, je veux pas dresser le portrait manichéen où il y a les joueurs système d'un côté et Bien les sûr, joueurs ouais. plus directs de l'autre côté, mais c'est pour dire que pour moi, c'est derrière cette question d'identité extrêmement théorique, il y a des choses où quand vous arrivez en playoff, au moment des ajustements et tout, il y a des choses très pratiques en fait qui arrivent, quoi. Et par exemple, si on prend j'ai pas eu le temps d'analyser vraiment les playoffs cette année, mais du peu que j'ai pu voir, beaucoup, non, j'ai vu tous les matchs, mais du peu de ce que j'ai compris, on va dire, de la série entre Phoenix et Denver, c'est que pour moi, l'effectif, grosso modo, des Suns était trop juste. Une rotation qui paraissait déjà limitée avec les blessures, qui a vraiment été abyssale. Mais aussi, montrer que souvent, c'était quand même Kevin Durant qui attaquait Aaron Gordon, quoi. Oui. La question, c'est, on se dit, mais est-ce que quand même avec un Devin Booker, il n'y avait pas moyen d'aller essayer d'attaquer un peu plus souvent en dehors d'Aaron Gordon? Alors, la réponse était a peut-être été essayée et que je ne l'ai pas vue. Mais là-dessus, c'est aussi, pour moi, il y a un côté à Phoenix où, à quel point l'identité, aussi réduit qu'il puisse être, en tout cas pour moi, clairement, sur les 2 dernières années que j'avais suivies, donc 2021 et 2022, et c'est pas faire offense à Devin Booker de le dire, pour moi c'était Chris Paul, parce que l'identité des Suns en attaque, c'était tous ces nombreux systèmes extrêmement élaborés, avec je ne sais combien de variantes, où je sais pas, on commence en horns, puis très vite ça devient un spin pick and roll, mais qui se transforme avec un exit screen à côté et tout, et je ne sais combien de choses. Ce qu'il fallait pour installer ça, c'était quelqu'un qui soit capable de prendre très rapidement et très facilement des décisions où en fait les 5 joueurs bougent, les 5 défenseurs bougent aussi, et qu'il faut exploiter le bon décalage au bon moment. Ouais. Et c'est là où Chris Paul portait toute sa valeur, quoi. Il faut le général, quoi. Et c'était pour le coup un peu le général, quoi. Et là-dessus, je pense que Devin Booker a montré, que ce soit frontalement, mais surtout installant tes systèmes, à quel point il était fort, parce que en fait Paul le mettait avec le reste de l'équipe, parce qu'il y avait quand même les joueurs pour faire installer toutes ces menaces, le mettait justement un peu en fer de lance en disant votre dernière option, ça va être Devin Booker, mais qui va jouer une isolation sans aide sur sa main forte avec un petit avantage, donc bon courage, quoi. Plutôt que un peu ce qu'on a pu voir là, où c'était frontalement Booker et Durant qui essayaient d'y aller. Alors bon, de ce que j'avais pu voir, Monty Williams essayait de garder une certaine partie de ses systèmes et tout, il les avait pas effacés, mais il y avait pas le joueur derrière, pour moi, pour les faire fructifier à 100% et mettre ses stars dans les bonnes conditions, quoi. Non, mais puis même au-delà de toutes ces séquences d'isolation, finalement assez peu rentables en moyenne sur des gros échantillons, mais même en plus quand il n'est pas en réussite, c'est encore pire. Mais même au-delà de ce côté isolation, il y avait aussi un
un aspect où la faiblesse de Denver, qui est très clairement le pick and roll, la défense de pick and roll, parce que Jokic, bah oui, normalement, un vrai casseur de défense, un vrai manipulateur, il est capable de punir ça. Parce que t'es obligé de faire sortir Jokic très haut pour le protéger, pour forcer la balle à aller ailleurs, mais du coup, t'es obligé d'apporter des aides en deuxième rideau, et donc tu te découvres en deuxième rideau. Et donc là, normalement, avec un passeur d'élite et de haut niveau, t'es capable soit de ressortir vite la balle et d'exploiter derrière Jokic, soit carrément de faire la passe vers le corner opposé pour trouver directement le joueur ouvert. Et ça, on a vu que Kevin Durant ne pouvait pas. Devin Booker un peu plus, mais Devin Booker non plus n'est pas totalement dans ce profil-là, mais Kevin Durant ne pouvait pas trop, quoi. Et même, on a vu pas mal d'actions, tu sais, les fameuses actions en zoom, comme on appelle. Donc, soit Chicago, soit Miami, enfin bref, un écran plus un dribble end-off, pour essayer un peu de le mettre en position de prendre ce genre de décision où c'est un peu plus facile. Et clairement, ouais, on n'a pas ce côté passeur, en fait. Et tu vois, d'ailleurs, ça m'amène sur mon dernier point aussi, avant de passer peut-être à l'angle historique, où tu vas nous éclairer, mais sur ce dernier point, je trouve que Kawhi Leonard, sur ces 2-3 dernières années, a eu un peu cette évolution, ou en tout cas cette évolution de passeur en mouvement et proactif, plus loin que ce que Kevin Durant n'a jamais eu. Déjà, je sais pas si tu es d'accord avec ça, et je sais pas si on peut dire, du coup, à quel point est-ce qu'on peut dire que c'est une déception qu'un joueur déjà extraordinaire, avec des skills extraordinaires, et qui est déjà pas censé être ce qu'il est, à quel point est-ce qu'on peut être déçu qu'il n'ait pas développé plus que vraiment les basiques ou les basiques plus, on va dire, en termes de passing, et qu'il n'ait pas réussi à faire ce développement que Kawhi Leonard semble être en train de faire. Pour reprendre chronologiquement les interventions que j'ai envie de faire, c'était pour amener un peu de nuance à Phoenix, je pense que il y avait un peu un manque de spacing, de talent un peu général, ce qui fait que c'était quand même pas des passes faciles à faire face à une défense qui a l'habitude de faire ça. Mais je te rejoins sur, si on parle de la crème des meilleurs attaquants, on aurait dû avoir une meilleure partition. Ouais. Pour faire la comparaison avec Kawhi Leonard, je sais pas. J'aurais tendance à dire, c'est comme si j'étais pas complètement satisfait des échantillons qu'on avait avec Kawhi Leonard sur ces dernières années. Ouais. Limite, il y a pas eu assez de matchs où c'était juste face à une ou deux séries qui n'étaient pas pour moi celles où j'aurais aimé le plus voir. Mais en effet, peut-être j'ai l'impression que sur l'aspect plus frontal, il était devenu plus à l'aise finalement mentalement que Durant. Je trouve plus à même des fois de manier en fait la menace de son tir, et peut-être avec un côté finalement plus à l'aise sur le dribble et plus capable d'amener de la patience, et du coup des options de passe plus faciles derrière, quoi. Il y a peut-être quelque chose comme ça. 3, est-ce que c'est une déception? Là-dessus, chacun aura son avis. Pour moi, non, parce que ça reste un joueur extraordinaire, et rien qu'avoir vu une combinaison comme ça, qui n'a peut-être pas exploité 100% de son potentiel, mais sans doute 90%, ça reste quand même super, quoi. Surtout en plus, il y a eu les blessures, et qu'on voit que même si ça l'a impacté, il suffit de voir sa capacité à aller près de l'arceau, quoi. On retrouve quand même un grand joueur malgré des blessures qui étaient quand même, peut-être fut un temps, aurait été carrément létal pour sa carrière, quoi. Oui, on parle de top 15 all-time. Mais encore, tu dis qu'il n'a même pas exploité tout son potentiel. Et encore, même ça, on pourrait presque le remettre en question. Tous les joueurs n'ont pas forcément le capital physique, neurologique, de prise de décision, pour être Luka Doncic ou ce genre de passeur, quoi. Donc même là-dessus, en fait, peut-être qu'il n'avait pas ce potentiel. C'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que, on va dire, ce fait d'identité, où on aurait aimé le voir, par exemple, juste poser des écrans, est-ce qu'en fait, Kevin Durant qui pose des écrans, vu sa carrure, ça reste menaçant ou pas? Tu vois, j'aurais tendance à penser que oui, mais est-ce qu'il n'y a pas des aspects techniques, physiques derrière que je sous-estime, et que c'est trop compliqué à demander à Durant? Je ne sais pas là-dessus, quoi. Ouais, effectivement. On a fait un podcast sur Jabari Parker récemment avec Nico. Est-ce qu'on prend quand même Kevin Durant par-dessus Jabari Parker ou pas, finalement? Est-ce que tu le prends au-dessus du potentiel que tu avais en tête pour Jabari Parker? Oui. même pour la blague, j'arrive même pas à... Non, mais enfin, moi, l'article de Draft Express à l'époque sur Kevin Durant, tu lis, tu dis, mais
mais c'est quoi? C'est construit dans un labo, quoi. Mais après, ça montre bien, je pense qu'on aurait essayé de faire ça, en tout cas aujourd'hui. Et c'est dans la continuité de ce qu'on dit aussi sur le MVP, hein, dans le podcast sur le MVP, que finalement l'impact d'un joueur va au-delà de son simple scoring. Et peut-être que Kevin Durant est encore mieux un exemple, pardon, pour le dire en français, encore un meilleur exemple de ça que Joel Embiid, déjà, qui est un énorme scoreur lui aussi, mais avec voilà, l'impact au-delà du scoring ou la manière dont le scoring même s'implique dans le fond de jeu de l'équipe. Kevin Durant, c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire que personne n'a presque jamais scoré aussi bien que lui, mais l'impact offensif va au-delà de juste mettre des points. Et c'est vrai que c'est peut-être un bon exemple avec Kevin Durant. Il y a une autre manière de le voir, c'est que essayer d'aller chercher les meilleures attaques dans l'histoire de la ligne par rapport à la moyenne, donc par rapport au contexte de jeu, ouais. Standard, quoi, pour éviter de dire ah oui, mais aujourd'hui les Kings ont la meilleure attaque de l'histoire de la ligue. Oui, mais les standards n'ont jamais été aussi élevés. Ouais. Et si vous prenez par rapport à la moyenne, les attaques que vous allez trouver, ça risque d'être beaucoup porté par Magic Johnson et Steve Nash, qui étaient des bons scoreurs en soi, mais pas des joueurs à 30 points par match, quoi. Oui. Et que il y a peut-être, je sais pas, quelque chose à creuser là-dessus, et que leur création collective faisait que grosso modo on retrouvait des impacts offensifs qui étaient démentiels, quoi. Et en plus ils ont eu tous les deux des contextes différents, avec Karim sans Karim, pour Nash avec Stoudemire, avec Dirk Nowitzki, même à des moments sans Stoudemire. Et on voit que à chaque fois, certes, les deux évoluaient dans des contextes offensifs assez propices, mais que on parle quand même des meilleures attaques de l'histoire de la NBA, quoi. Et que pour autant, on n'était pas, encore, je me répète, mais sur des scoreurs ultimes et à gros volume, quoi. Justement, vu qu'on parle un peu de ce côté historique, on peut terminer en ouvrant là-dessus, et notamment sur peut-être l'évolution l'évolution du jeu, mais surtout l'évolution de la place de ce type de scoreur un peu à la Kevin Durant. C'est vrai qu'on en parlait un peu en antenne là, par rapport à des Kevin Durant ou des Michael Jordan. Peut-être aussi qu'aujourd'hui, la place d'un Kevin Durant et la valeur de ce profil qui est un peu limité au niveau playmaking et rayonnement collectif, pour être très caricatural, mais peut-être qu'aujourd'hui, ce profil a moins d'impact qu'il a pu avoir à une certaine période, ou pas, Antoine ? Je pense que surtout aujourd'hui, on va dire les attaques sont un peu construites différemment, ou ce que je vais dire est d'une manière est un peu caricaturale, mais c'est les discours qui, pour l'avoir vécu, on entendait déjà à l'époque. Donc c'est pas quelque chose qui pour le coup serait rétroactif. Et deux, qu'on reconnaît un peu quand on regarde certaines stats, c'était que pour moi, on va dire, si on fait un avant-après 2010, avant 2010, c'était un peu, on retrouvait où la star, la qualité la plus importante, c'était savoir se créer son propre tir. C'était de savoir se créer son propre tir, le décalage pour être capable de marquer. Le meneur, c'était celui qui allait installer le jeu, et installer le jeu dans le sens un peu distribuer un peu les cartes à jouer à chacun, en disant bon, sur cette position-là, on va faire un système pour que ça soit tel joueur un peu qui soit un peu la menace offensive, quoi. Aujourd'hui, si je compare, on va dire, ces discours, l'important c'est plus de se créer son propre tir, c'est d'être capable de créer des décalages à foison, quoi. Et on voit déjà qu'il y a une nuance entre les deux, quoi. Si je prends les meneurs, aujourd'hui le meneur qui installe et tout, on en retrouve quelques-uns, mais c'est plus du tout ce qu'on demande au meneur. Au meneur, s'il a la balle dans les mains, ça va être d'être capable justement d'aller créer ces décalages. Et comme pour reprendre l'exemple de Chris Paul que je disais tout à l'heure, sans même être cette menace offensive permanente, ça va être créer ces décalages via la passe, parce que sur le spin pick and roll, vous savez à qui donner la balle derrière, et que c'est votre passe que peu de joueurs sont capables de faire qui va être ce créateur de décalage derrière, quoi. Donc on a demandé aux meneurs d'être beaucoup plus
menaçant parce que c'est eux qui ont la balle en main et c'est eux qui sont plus forcément propices à aller créer ces décalages derrière. Et du coup, derrière, on va dire, pour moi, ça sous-entend aussi la notion d'héliocentrisme qui existait fondamentalement assez peu à l'époque parce que, comme je disais, c'était un peu c'est un autre star, on va lui donner, je sais pas, le jeu au poste et elle va essayer de faire quelque chose. Puis après, bon, on a un joueur qui est plutôt bon sans ballon, on va faire un floppy, et ainsi de suite, quoi. Et alors c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, si vous avez quelqu'un qui est assez extraordinaire offensivement, vous allez quasiment essayer, alors peut-être pas à 100% parce que vous avez besoin d'un peu de diversité, mais d'essayer de le maximiser en lui donnant la balle le maximum du temps et en profitant de ses décalages à chaque fois, quoi. Et c'est vrai qu'on a vu ces dernières années une explosion, pour revenir sur le usage rate dont on parlait, il est bien plus haut ces dernières années qu'il l'a été tout au long de l'histoire, quoi. Et, et comment j'expliquerais ces mécanismes, ces différences? Je vais revenir sur un de mes grands classiques, qui est les défenses illégales. Ah, je croyais que tu allais refaire le Hakeem Olajuwon contre David Robinson 95. Non. Tu vois, j'ai pas beaucoup de cartes, mais je sais la dernière que j'ai utilisée et que du coup, c'est pas celle qu'il faut que je réutilise juste après, quoi. J'ai moi-même mes plans B, C et tout qui sont quand même prêts dans ma main, quoi. Mais pour moi, c'est les défenses illégales dans le sens où si on prend une attaque comme le Jazz, qui paraît être une attaque, donc le Jazz de Stockton et Malone sous Jerry Stone, qui paraît vraiment être l'attaque système par excellence avec la flex offense, avec les pick and roll, vous les retrouvez aujourd'hui et vous sentez qu'une bonne partie du temps, l'idée n'était pas d'impliquer en fait les 5 joueurs, quoi. Le pick and roll, souvent quand vous avez le pick and roll entre les deux, côté faible, vous aviez un stagger, c'est-à-dire un double écran pour un joueur qui allait remonter ligne de fond et prendre les 2 écrans, monter en tête de raquette. Mais vous l'aviez pas si souvent que ça. Et 2, quand vous l'aviez, c'était souvent histoire de dire, regardez, côté faible, on bouge, quoi. Mais en fait, comme les joueurs étaient soit obligés de faire la prise à 2 sur le porteur de balle, soit de rester collé à leur défenseur, ils restaient collés à leur défenseur la majorité du temps, et le pick and roll pouvait être joué à 2 tranquillement, quoi. Et du coup, il y avait moins, vu que les défenses étaient beaucoup plus sur de l'homme à homme, et beaucoup moins, on va dire, orienté sur un schéma collectif pour essayer de trouver les meilleurs avantages et peut-être de délaisser des joueurs les moins forts offensivement, d'avoir un schéma collectif par rapport à ça, c'était non, on est un peu obligé de rester chacun sur son joueur et du coup d'aller inviter un peu plus les 1 contre 1 ou les actions offensives, disons, un peu plus simples, mais qui n'incluent pas forcément les 5 joueurs, alors qu'aujourd'hui, si on parle de corner pass sur un pick and roll, c'est qu'on sait que forcément on a fait un pick and roll, donc il y a un poseur d'écran, et que en fait, pour ne pas qu'il soit complètement libre parce qu'il va faire un roll, il y a un défenseur qui doit venir dessus. On peut pas faire la passe à celui qui est dans le corner côté fort parce que l'aide serait trop évidente et pour le porteur de balle, ça serait juste une passe de 2 ou 3 mètres à faire sans difficulté avec un tir dans le corner ouvert. Ça peut pas être le joueur qui est à 45 degrés côté faible parce que l'aide là aussi serait un peu trop facile, un peu trop de distance, devrait un peu anticiper et tout. Donc l'aide vient du côté faible, le plus proche de la ligne de fond parce que c'est la passe la plus difficile à faire, la plus longue, et le joueur a vraiment le temps, s'il est bien positionné, de venir aider. En fait, là, je viens d'inclure, juste en parlant ça, les 5 joueurs, quoi. Oui. Et que s'il y en a un qui est pas vraiment une menace en 3 points, en fait, vous allez changer les choses et peut-être aider, on va dire, différemment et tout, quoi. Il n'y avait pas ce même genre de logique avant où vous pouviez, fondamentalement, c'est pas pour dire qu'il y avait que du 1 contre 1 et tout, mais par exemple, si vous aviez peu de pick and roll, c'était pas un hasard parce qu'il n'y avait pas forcément besoin de cette synergie complètement à 2 joueurs, voire même plus, où vous pouviez faire un peu votre système dans votre coin pour appeler tel joueur. Et c'est pas forcément lui qui allait prendre le tir, mais c'était à lui sur cet instant-là de créer un décalage. Et qu'en fait, on retrouve un peu chacun son tour, à mon tour, ton tour, un peu la critique qu'on avait à Miami. C'est des choses aussi qu'on pouvait retrouver avant, où la hiérarchie offensive était ultra importante parce que c'est celle qui allait donner, on va dire, un peu le nombre de tickets de tir à donner, alors qu'aujourd'hui, on raisonne beaucoup moins en tickets de tir, mais en lecture de défense. Oui, puis la géométrie du terrain était différente aussi.
C'est pas du tout le même spacing, et même comme tu dis, au niveau organisation, c'était on lance un système là, on lance un système là, on lance un système là. Il y a moins de dynamisme, alors qu'aujourd'hui, on en avait parlé aussi, mais la tactique a tendance à se simplifier parce que le vrai enjeu tactique n'est plus sur les systèmes en lui-même, mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce qu'une fois que tu as ton décalage, comment est-ce que tu le fais vivre et comment est-ce que tu l'exploites finalement? Oui, et même au-delà de la simplicité, si on regarde la flex offense du côté de Utah, où apparemment il y aurait 28 variantes, souvent l'idée quand même c'était de libérer et de donner un petit avantage à Karl Malone en tête de raquette pour qu'il aille attaquer, et où s'il advenait, il faisait la passe et voilà quoi. C'était au final, il y avait beau avoir 28 variantes, c'était quand même souvent les trois mêmes actions qu'on voyait quand même sur le terrain quoi. Ouais. Et du coup, c'est vrai que pour revenir à Kevin Durant, en fait, c'est un joueur fondamentalement qu'on retrouve un peu de ces schémas-là, où être capable de se créer son propre tir, qui, quand il a pas le ballon, sans créer cette dynamique collective, fait que l'aide va pas être facile, que ça va être compliqué un peu de quitter le joueur, et de pas avoir besoin, on va dire, de cet organisateur, parce que quoi qu'il arrive, il y aurait un autre organisateur sur le terrain qui aurait été là pour ça, et de permettre à Durant de prendre finalement la balle dans les meilleures conditions pour aller attaquer derrière. On retrouve un peu l'essence, pour moi, de ce qu'était, on va dire, cette NBA avant l'héliocentrisme, avec un peu ce qu'on retrouvait sur les postes 2 et 3, pas forcément des joueurs dont l'idée était de remonter la balle, pas forcément des joueurs dont l'idée était d'organiser le jeu, mais des scoreurs, parce que quand on les appelait, c'était, on va dire, ce qu'on voulait là-dessus, plus que véritablement de trouver le décalage ou quoi que ce soit, parce que le décalage venait souvent d'une passe à faire fructifier, donc d'une prise à deux quelque part, quoi. Ouais. Et c'est là où pour moi il y a vraiment eu un changement de logique, je dirais, au tournant, on va dire, des années un peu 2010, où clairement ce mode d'attaque devenait un peu trop simple, parce que les défenses devenaient de plus en plus collectives, le spacing aussi devenait de plus en plus grand. Au contraire, si vous n'étiez pas capable de générer du spacing, vu que les défenses en profitaient, elles allaient surcharger et vous obliger fondamentalement à mieux devenir passeur. Et ce qui fait que, pour moi, on garde toujours un peu cette historique dans la ligue de l'importance du scoring, alors qu'aujourd'hui, fondamentalement, la création est reine. Et elle l'était aussi en réalité un petit peu avant, mais elle n'a jamais été aussi reine qu'aujourd'hui dans sa globalité, là où le scoring, à lui seul, a sans doute jamais été aussi, c'est dur à dire, mais aussi peu important. Oui, oui, tout à fait. Ouais. En fait, tu peux prendre les bonnes actions sans forcément finir avec 40 points ou 50 points dans le match. Mais non, effectivement, mais même au-delà de ce côté dynamisme du jeu, est-ce que le fait aussi qu'il y ait peut-être aussi moins de possession à un moment donné, donc je pense surtout aux années 90 et 2000, fait que, bah oui, le scoreur qui, tu lui donnes une possession et il peut la mettre de manière très 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 efficace comme Kevin Durant, peut-être aussi que quand il y a moins de possession et moins de cartouches, ce profil-là avait peut-être tendance à avoir plus de valeur, au-delà même du fait que effectivement on n'était pas dans le même jeu et où c'était plus du à toi, à moi, tel système pour toi, tel à toi d'y aller, alors qu'aujourd'hui on est plus dans l'adaptabilité en mouvement et dans la recherche de la bonne action continuelle, et on ne sait pas laquelle va être avant le début de l'action. Mais c'est vrai qu'au-delà de ce côté dynamisme, même est-ce que le côté nombre de possessions aussi peut jouer ou pas? Je dirais en fait indirectement, ou du moins pour moi, ça serait plus une conséquence d'une cause, mais qui est, on va dire, dans ce qu'on cherche à illustrer, qui était aussi, c'était une époque où les coachs voulaient annoncer les systèmes à chaque fois, quoi. Ouais. Et que c'était en fait quelque chose d'assez rigide. Alors bon, rassurez-vous, hein, si vous regardez, si vous faites vraiment attention à regarder des entraîneurs vraiment tout au long du match, vous verrez leurs mains quand même bouger assez régulièrement, quoi. C'est pas juste pour dire aux joueurs de mieux jouer ou de faire le repli, quoi. Non, c'est que il y a quand même des systèmes qui sont installés. Mais ces systèmes en général invitent à beaucoup de lecture, et deux, des fois, les joueurs, on va dire, ont libre, ont la marge de manœuvre pour faire ce qu'ils ont envie de faire, alors qu'à l'époque, c'était extrêmement, le coach devait véritablement appeler les systèmes à chaque fois, et de la même manière un peu de ce que je disais, où le meneur était son relais et allait installer tel ou tel système, et qui avait pour but
d'installer tel ou tel joueur, quoi. Et quand je dis ça, on pourrait dire, ça pourrait être toujours le cas aujourd'hui, et fondamentalement, si le système va bien, on va créer le décalage qui va permettre l'extra passe, et que fondamentalement, tel replayer marque, mais que il y avait vraiment à l'époque quand même cette volonté, vraiment que ce joueur qui soit appelé aille scorer, alors que là, aujourd'hui, c'est le joueur qui va être appelé à créer le décalage, quitte à suivant ce qui est fait, qui ne touche même pas le ballon, quoi. Alors, c'était pas quelque chose de si, on va dire, mis en avant que ça à l'époque, quoi. Mais tout ça aussi pour dire que, on l'a pas trop explicité, mais quoique t'en as parlé en tout début de podcast, mais peut-être aussi que un joueur comme Jordan ou comme Kobe, qui tu parlais du fait que eux aussi avaient cette dualité scoring on ball et off ball aussi, mais peut-être est-ce qu'on fait le constat aussi que du coup un Jordan qui avait pas non plus beaucoup plus, tu m'arrêtes, hein, mais de côté passing hyper créatif et tout à son époque, mais dans le contexte de jeu de l'époque, finalement ce profil de scoreur avait peut-être plus de valeur. Est-ce qu'on peut l'expliciter de cette manière ou pas? Je pense qu'on peut l'expliciter de cette manière pour apporter quelques éléments de contexte. Je trouve que Jordan, alors je sais que la comparaison va être bizarre, mais il avait plus de Russell Westbrook que de Durant en lui, je trouve. C'est surtout en début de carrière, il percutait, et en percutant, il créait des décalages qui étaient vraiment béants, quoi. Et qui fait que même sans être un passeur, dans les 10 meilleurs passeurs de l'histoire de la ligue, les décalages étaient tels qu'il n'y avait pas besoin d'être un passeur extraordinaire pour les faire fructifier, quoi. Quelque chose qu'on retrouve un peu chez Westbrook, où oui, pour certains, forcément, s'il avait 10 passes par match et que c'était un joueur hyper intelligent, non, c'était un percuteur énorme, et que derrière, les défenses étaient prêts à faire des rotations qu'elles ne faisaient pas d'habitude, et du coup, fondamentalement, des opportunités de passe qui étaient beaucoup plus faciles que le reste, quoi. Donc c'est là-dessus où je ferais, il y a le côté intéressant avec Jordan, où la comparaison, je dirais presque limite plus sur Westbrook, quoi. Surtout, on va dire, en termes de création collective. Après, et c'était aussi le cas avec Kobe, il y a aussi le fait qu'ils étaient installés dans un système de jeu qui les forçait un peu à avoir cette dualité avec son ballon, et fondamentalement à canaliser aussi un peu leur scoring, qui était le jeu en triangle, qui était un peu des fois un prétexte pour, comme je dis, inviter ces joueurs à avoir plus de synergie collective. Et typiquement, le triangle aussi, c'était une manière de mettre beaucoup plus la balle dans les mains de Scottie Pippen, quoi. De faire fructifier la vision du jeu qu'avait Scottie Pippen, tout en gardant le côté extrêmement menaçant qu'avait Jordan. Mais est-ce que c'est Jordan qui faisait l'identité offensive des Bulls? Pour du moins ce qui est de la première partie de carrière avant 1914, pas vraiment, mais en fait, c'est pas trop ce qu'on demandait à l'époque. 1914, qu'est-ce que tu veux dire par 1914? 1994. Oula, pardon. En mode poilu, Michael Jordan et tout. Ouais, c'est pour ça. Mais oui, c'est des choses qu'on demandait moins à l'époque, et qu'il n'y avait pas, comme je dis, ces besoins de prendre 35, 36, 37% des possessions de votre équipe en essayant d'aller scorer. C'était pas forcément l'idée, quoi. Donc là où peut-être nous on dit que dans les années 2010 ou même encore aujourd'hui, Durant n'est pas complètement dans ce type de moteur offensif d'élite comme des Curry, LeBron, Jokic, etc. À l'époque, Jordan, il l'était quand même un peu plus. Ou alors il y a l'influence du triangle aussi, tu dis? Je pense qu'il y avait le côté beaucoup plus percutant. D'accord. Et le côté aussi totalement ovni, quoi. Jordan, quand on le voit jouer, il y a ce côté extraordinaire. On se dit, mais il n'est pas dans la même ligue que les autres, et je sais que c'est quelque chose qu'on dit assez facilement, mais je l'ai jamais autant ressenti qu'en regardant Jordan jouer sur cette période-là, quoi. Ouais, et puis ça, c'est un truc qu'on s'en rend pas compte, le côté révolutionnaire, parce qu'aujourd'hui, on est habitué à des athlètes fantastiques, mais à l'époque, ça apparaissait beaucoup plus révolutionnaire et sortait beaucoup plus du lot, quoi. Aujourd'hui, on n'est pas surpris, mais en fait, à l'époque, ça l'était, quoi. Je sais qu'il n'y a pas un joueur, en regardant un peu dans l'histoire, qui m'a laissé une telle impression de dire, mais c'est quoi cette différence de niveau, quoi. Je sais que c'est vraiment l'impression qui m'a été faite, mais comme je te dis, pour moi, il y avait un côté percutant qui était plus fort, et fondamentalement, Jordan pouvait générer des opportunités plus facilement que Durant.
Et peut-être parce que c'était simplement, je sais pas, une capacité à aller plus souvent attaquer l'arceau que Durant ne le faisait, se reposer un petit peu moins peut-être sur le shoot. Deux, il y avait aussi le jeu en triangle qui fait que oui, ça permettait, comme je disais, d'éviter pour le coup, en fait, de créer une meilleure synergie pour le coup avec les autres joueurs de l'équipe, de pouvoir garder, on va dire, la menace de Jordan, mais de pas la laisser individuelle ou purement sur du drive and kick, mais de pouvoir plus inviter des Horace Grant et des Scottie Pippen, voire même des Bill Cartwright, à leurs actions derrière, quoi. Donc pour moi, il y avait le triangle. Et du coup, si on va dire j'enlève la question du niveau de jeu qui serait différent entre les deux, j'imagine très bien un Kevin Durant tout aussi bien maximisé à cette époque. Et pour le coup, les critiques qu'on lui ferait aujourd'hui, je pense qu'on aurait un podcast dans les années 90, je sais pas, sorte de prouesse technologique à l'époque. Je suis sûr qu'on lui ferait pas les reproches qu'on lui fait aujourd'hui. Ouais. Donc, pour répondre à la question, non, je sais pas qu'il aurait été aussi fort ou pas que le Jordan à l'époque, mais il aurait été pour moi complètement dans le moule, oui. Non, mais ça montre bien l'évolution des profils aussi, selon le contexte de jeu, finalement. L'efficacité est all-time et elle est comparable à d'autres all-time. Mais comme tu dis, peut-être que l'impact de tel profil dans tel contexte de jeu évolue. Peut-être que la conclusion, c'est que Scott Brooks n'aura pas été Phil Jackson, et c'est peut-être ça le plus décevant. Le plus décevant. Non, mais après, bon, on n'a pas le temps aujourd'hui. Peut-être un jour, il faudra faire un podcast de 8 heures sur Adrien Dantley aussi. Ce cas très, très particulier, mais qui lui aussi, hein, tu m'arrêtes en deux mots, mais c'est profil très isolation, efficacité d'élite, et pourtant, même dans les années 80, ça s'inscrivait pas tant que ça en tant que gros moteur d'équipe, pourtant, quoi, non plus. Je connais pas assez. J'ai vu jouer Dantley, je l'ai vu jouer, et du coup, je vois très bien le côté, en plus, des fois un peu barbant, parce qu'il va faire 1, 2, 3 fois la fin de 2 tirs, quoi. Donc le jeu est complètement arrêté. et il essaie de fixer, et ça va souvent marcher, mais ça a ce côté en se disant, ouais, mais il y a rien qui bouge, quoi. Mais après, est-ce que ça se traduisait derrière par des attaques qui n'étaient pas si intéressantes que ça ou pas? J'ai pas l'angle derrière. Je serais franchement pas étonné que la réponse soit clairement oui. Mais bon, est-ce que aussi, entre guillemets, c'est un joueur qui a simplement pas eu les opportunités pour, dans des bons contextes collectifs, pour faire fructifier au maximum son scoring. Il passera certes un moment du côté des Bad Boys, du côté de Détroit, mais je sais qu'il y en a qui sont persuadés que c'est le transfert qui a permis que ça a gagné parce que c'est ce qu'avait écrit le GM à l'époque. Mais bon, après tout, à quelques tirs près, ça aurait pu passer en 1988 contre les Lakers, là où ils échouent très peu au match 7 avec ce match 6 extraordinaire d'Isaiah Thomas. Donc, ça se trouve, ils auraient gagné à cette époque-là, on aurait vu les choses complètement différemment. Tu veux dire qu'un GM a défendu le move qu'il a fait lui-même? C'est étonnant, ça. Ouais, il y a un petit peu de ça, ouais. Ouais, je crois qu'après, c'est lui aussi qui avait fait venir Dantley. Donc bon, ouais, bref. Mais à quel point, on va dire, fondamentalement, comme je disais, à une époque, on était beaucoup plus sur la distribution des tickets de shot. Est-ce que aussi, entre guillemets, ou du moins offensivement, l'importance du supporting cast dans sa capacité à elle aussi créer ses tirs n'était pas fondamentalement plus importante qu'aujourd'hui, où par contre on va demander une bien meilleure complémentarité. Et est-ce que Dantley a eu ces effectifs-là? Je sais pas, faudra analyser. C'est pas quelque chose que j'ai eu le temps de faire. Non, mais moi c'est un joueur qui me fascine, hein. Encore une fois, Kevin Durant, 6 saisons au-dessus de plus 15 d'efficacité par rapport à la moyenne sur des gros volumes. Adrien Dantley est deuxième. Voilà, ça mériterait de se pencher dessus. Il y a un podcast de Winston, hein, des chroniques de Motor City aussi sur Adrien Dantley, qui est sorti, épisode 57, je vous renvoie dessus. Mais bref, quelques réflexions qu'on a pu apporter sur Kevin Durant. Antoine, on n'a peut-être pas été complet, mais on a essayé de l'être. On peut s'arrêter là, peut-être? On peut s'arrêter là, sachant que tout ce qu'on vient de dire, il y a un contre. J'insiste sur le fait qu'il peut y avoir un contre-discours qui existe. Oui. Et que c'est ce que je disais sur le côté des attaques statiques en playoff et tout. Je crois que c'est ce que je te disais en antenne. Je serais pas étonné qu'on prenne 10 assistants coach en NBA.
et qu'on est loin d'avoir une unanimité sur la question, quoi. Mais de l'expérience, on va dire que j'ai pu voir en essayant de comprendre ce qui marche pas, et de relier la tactique aux performances et tout, je sais que j'ai choisi mon camp là-dessus. Et voilà, j'espère qu'en fait on n'a pas été trop abrupt dans le sens en vous disant pourquoi Kevin Durant n'est pas le meilleur attaquant de l'histoire, démonstration, thèse, antithèse, synthèse, quoi. Oui, effectivement, on a fait le disclaimer au début. On était dans la micro-nuance par rapport à l'ultra élite. Et encore même, tu vois, selon les utilisations, c'est peut-être pas ton créateur, ton casseur, ton identité. C'est peut-être aussi le joueur qui t'élève le plus le plafond de l'équipe en tant que deuxième à côté d'un autre casseur, justement. Enfin bref. En tout cas, merci beaucoup Antoine d'être venu sur le Basket Lab pour discuter de ces micro-nuances du coup. Écoute, de rien. Mais comme je dis, c'est au-delà de la micro-nuance, je pense qu'après, voilà, c'est de montrer aussi, au-delà du joueur, les aspects, j'allais dire, théoriques, mais qui, en fait, arrivent rapidement sur des aspects pratiques qui nous paraissent importants et qu'on préfère privilégier par rapport à d'autres. Et on sait à quel point la question du scoring, que ce soit en termes d'analyse, mais de l'aura qu'il y a derrière, il y a quelque chose qui est particulièrement puissant, sur lequel je pense qu'il est important un peu de réfléchir, parce que on a cité plein de choses, mais voilà, si vous vous référez au grand exemple historique qui est Wilt Chamberlain, vous verrez des sessions au scoring qui sont extraordinaires dans des attaques relativement peu efficaces, alors que bon, si vous en mettez 50 des points, vous pouvez quand même espérer que vous ayez une très bonne attaque collective, quoi. Et qu'il y a plein d'exemples là-dessus dans l'histoire qui montrent que c'est plus compliqué, et s'attarder sur ce genre de cas, je trouve que c'est toujours un bon rappel, parce que c'est le plus important au basket, c'est de mettre plus de paniers que l'adversaire. C'est pas un adversaire individuel et un joueur individuel, c'est des contextes collectifs à prendre en compte. Oui, et malheureusement, on me dit dans l'oreillette qu'on n'a pas le temps d'aborder le cas de Jordan Poole aujourd'hui. Mais merci beaucoup Antoine en tout cas. Pas de rien.